Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Bonjour, je m'appelle Linda Bongo, je suis magistrat au Gabon. Donc, je reçois beaucoup de femmes qui viennent me raconter leurs problèmes juridiques. Et quand j'ai découvert ta page qui est très instructive, je me suis dit, il faut que je raconte un peu les histoires. Donc, D'accord, vraiment, félicitations pour ce que tu fais et bonne continuation. Abonnez, merci, likez, c'est vraiment très instructif. J'ai beaucoup appris en regardant ta page. Donc, merci. l'histoire que je vais raconter, c'est une jeune femme, une jeune Gabonaise qui arrive dans mon bureau un matin. Elle tremblait, elle avait l'air totalement choquée. Et elle me raconte une histoire qui m'a vraiment trop pas choquée parce que moi, je pensais que les Blancs ne faisaient pas nos choses mystiques là. Je pensais que c'était juste nous les Noirs. Elle m'explique qu'elle sortait avec un jeune homme et quand elle sortait avec lui comme ça, elle est tombée enceinte. Dès que le jeune a su qu'elle était enceinte, le jeune l'a abandonnée. Elle avait peut-être 2 mois de grossesse. Donc, elle était vraiment désespérée. Elle n'avait pas les moyens. Donc, elle essayait vraiment de trouver un petit travail pour pouvoir payer le trousseau de l'enfant. Donc, elle se retrouve à faire le ménage dans un hôtel de la plage dont je tairai le nom. Et ce matin, elle fait le ménage dans la chambre d'un Européen. Un blanc, grand, beau, aux yeux bleus et tout ça. Et tout de suite, le blanc lui dit, ah, je vais l'appeler Maxime. Je vais appeler le blanc Maxime et la fille Gwendoline. Donc, Maxime lui dit, tu es enceinte, mon Dieu. Et puis tu fais le travail de ménagère comme ça. Elle dit non, je suis obligée parce que si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas faire le trousseau de mon enfant. Le père m'a abandonnée. Elle dit que c'est comme si, dès que le blanc l'a vu, là, il est tombé amoureux d'elle. Il a commencé à lui faire des cadeaux, à lui dire de ne plus travailler, il va s'occuper d'elle, à lui faire des gros pourboires. Elle ne comprenait pas. Il a dit qu'il était là pour 2 semaines et pendant les 2 semaines-là, il a peut-être donné 500 000 comme ça là. À la fin, il a dit vraiment, je t'aime beaucoup, j'ai le coup de foudre pour toi. Elle dit, ah, mais ça ne te dérange pas que je sois enceinte? Il dit, non, pas du tout. Dès que je t'ai vu, mon esprit t'a reconnu, mon âme t'a reconnu. Elle s'est dit, ah, comme ce sont les blancs là, les blancs sont romantiques et tout. La fille a cru. Jusqu'à il a même fait le visa, tout d'un mois, qui vont en France, comme la magie. Donc, elle va en France. Quand elle arrive en France, comme ça, il s'installe à Paris. Le monsieur a vraiment les moyens. Elle n'arrive pas à croire à sa chance. Elle se dit que vraiment, Dieu l'a visitée. Tout a changé dans sa vie. Le gars la traite comme une reine pendant toute la grossesse. Mais vraiment comme une reine. Hein. Les cadeaux à petit bateau, Dior, Louis Vuitton. Elle n'en revient pas. Elle se dit que vraiment Dieu existe. Elle est dans un conte de fées. Maintenant, les problèmes commencent le jour de l'accouchement. Dès qu'elle accouche, le blanc commence à changer. Le blanc est seulement focalisé sur l'enfant. C'était une petite fille. Oh non, il faut que tu allaites l'enfant là, tu ne dois pas prendre le biberon, tu ne dois pas prendre le lait. C'est-à-dire que le blanc qui était cool, amoureux, tendre, a commencé à devenir maintenant un vrai tortionnaire. Tu ne sors pas, tu dois seulement rester avec l'enfant. Et comme par hasard, une des sœurs du blanc là, qu'elle n'a jamais vue, a commencé à venir dans la maison. Oh non, c'est ma sœur. Et la sœur là vient, oh montre-moi le bébé, la sœur s'enferme dans la chambre avec l'enfant, elle écoute les musiques bizarres. Elle a commencé à trouver ça bizarre. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bon, peut-être c'est le stress de l'enfant, peut-être elle met ça sur le compte de ça va passer. Elle se rend compte que le monsieur ne s'occupe plus d'elle. Il passe des heures maintenant avec sa sœur et le bébé dans la pièce. Elle écoutait des musiques. Elle dit que c'était des musiques comme, je ne sais pas si vous connaissez les musiques bouddhistes là, qui font. Elle disait, ah, ça c'est quelle musique que vous écoutez avec mon enfant? L'enfant, elle a beau allaiter l'enfant, elle aussi elle était fatiguée, elle ne faisait que m'écrire. Quand elle va appeler ses parents, le blanc l'a dit que tu n'appelles plus jusqu'au jour où Maxime l'a même frappé. Ah! Quand Maxime l'a frappé comme ça, là, elle a quitté l'appartement. Vous savez que là-bas en France, c'est facile. Elle allait au commissariat et tout. Elle allait se plaindre que non,
Elle ne comprend pas, le blanc l'empêche de sortir, il la frappe. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Donc elle dit au blanc que non, moi c'est comme ça, moi je vais rentrer dans mon pays parce que ce que tu me fais là, je n'aime pas. Il dit, il n'y a pas de problème, mais sache que si tu pars, le bébé reste. Elle dit, mon enfant, tu es fou. Mon enfant va rester comment? Mon enfant ne peut pas rester ici. Je pars avec lui. Je vous dis que histoire vraie, c'est pour Nadi. Moi, j'ai vu le bébé là. Le blanc lui dit que Maxime lui dit que tu pars. Mais le bébé reste, c'est mon enfant. Comment c'est ton enfant? Oui, j'ai déjà adopté. Quand tu es venu ici, on a fait les déclarations. Ils avaient déjà commencé à faire les papiers pour quels les documents. Donc, il avait déclaré que non, il va adopter l'enfant, plein de choses. Oh non, c'est pas avec le bébé, je me suis attachée au bébé. Ils sont allés jusqu'au tribunal là-bas en France. On a confié la garde, la garde aux deux. Donc, le blanc qui n'avait rien à faire avec la grossesse comment on appelle ça, de la jeune fille, a commencé à s'occuper de l'enfant comme si, genre, c'était maintenant son bébé. Et elle me dit qu'elle a commencé à paniquer. Le jour où il a eu la garde de l'enfant le week-end, elle vient récupérer l'enfant maintenant le dimanche. Quand elle récupère l'enfant le dimanche, elle sent que sa fille est pâle de chez pâle. L'enfant est là comme si l'enfant ne rit même pas. L'enfant est... Vous savez, quand une mère sent que mon enfant n'est plus en lui, donc elle rentre avec l'enfant, elle dit, mais qu'est-ce que le gars a fait à l'enfant? Elle déshabille l'enfant, elle se rend compte que l'enfant a des blessures au niveau pelvien. Ça veut dire, vous voyez, au niveau du sexe, l'enfant a des petites scarifications. Au niveau de la poitrine, l'enfant a des scarifications. Au niveau des reins. Elle se dit, mais ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quelle histoire? Elle apprend le nom, elle appelle Maxime. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? Le blanc, elle dit qu'écoute, ta fille va mourir. Ta fille va mourir si tu oses me quitter. Donc, tu ferais mieux de rester avec moi. Parce que ta fille a une étoile extraordinaire. Il faut qu'on la garde. Oh! Elle a commencé à paniquer, tout ça là. Elle a commencé à vouloir porter plainte. Mais c'était difficile. Elle n'avait pas encore les papiers. Le blanc avait tout. En plus, c'est lui qui lui payait la pension alimentaire. C'est lui qui payait l'appartement où elle vivait. Elle ne savait pas comment elle allait faire. Elle a maintenant appelé ses parents au pays. Qu'au vraiment, aidez-moi. Là où je suis là. Ça ne va pas. Il faut que je rentre au Gabon et tout. Ah! C'est pas venu que quand j'allais en France, là, tu nous as même pas dit. Tu es parti. Tu étais là-bas, tu régnais avec ton blanc. Vous savez comment les parents gabonais sont. Tu régnais avec ton blanc maintenant que ça ne va plus maintenant. Tu nous fais maintenant si. Ah! Aidez-moi. Donc, pendant qu'elle commence à faire maintenant des transactions, elle va à l'ambassade du Gabon et tout ça là. Elle rencontre quand même une dame qui lui parle, qui lui explique que le blanc là n'est pas à sa première tentative. Ils sont dans une secte où ils doivent sucer le sang de l'enfant. J'en suis sûre parce que j'ai déjà entendu une histoire comme ça, mais c'était pas une Gabonaise, c'était à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il a fait ça à une Ivoirienne. L'Ivoirienne là et son enfant sont même morts. Quoi? Une secte où ils sucent l'enfant, ils sucent le sang des enfants. Oui, tu sais qu'ils sont dans des histoires de sorcellerie, des sectes et tout. Eux, ils sont satanistes, eux, c'est directement le sang. Donc, elle ne croit pas. Elle se dit que c'est pas possible, que ce sont les choses qu'elle a laissées en Afrique. Les Européens ne font pas ça. Donc, je ne sais pas quelle est. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'elle était courageuse. Je ne sais pas quel esprit l'a motivée. Elle a juré, elle a mis le blanc, elle a fait comme si elle appelait Maxime, comme si vraiment il n'y avait rien. Elle voulait reprendre avec lui et tout ça là. Donc, ils passent la nuit ensemble. Il l'a fait venir à l'appartement. Ils sont là et tout. Mais elle a laissé le bébé chez une compatriote gabonaise qu'elle a rencontrée. Elle est venue, son enfant et tout ça. Donc, pendant la nuit, elle se lève, elle jure qu'elle va maintenant fouiller bien la chambre où, avec sa soeur, ils écoutaient les là. Elle fouille, elle ne voit rien d'étrange dans la chambre. Mais elle se rend compte qu'il y a un placard. Vous voyez les placards où il y a 6 portes là. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez l'image. Vous avez des placards où il y a 2 portes, 3 portes, 6 portes. Donc, elle connaissait les 2 premières portes, mais n'avait jamais ouvert les autres portes du placard. Quand elle ouvre la dernière porte du placard, c'est non. Un temple à balles. Les photos, les trucs de Satan avec les cornes, les bougies noires, les bougies rouges. Elle a même fait la photo avec son téléphone. Elle m'a montré ça, j'étais choquée. Que donc même les blancs font des choses comme ça là. Les incantations et tout ça. Et
il y avait une mèche de cheveux de sa fille qu'ils avaient attachée comme ça là, avec une fiole où avait le sang de l'enfant, avec sa photo et tout ça là. Elle a eu l'impression que non, sa vie s'était arrêtée. Elle me l'a senti comme si un vent glacé a pénétré tout son corps. Donc elle a eu le courage, elle a quitté l'appartement. Dès qu'elle a quitté l'appartement, elle a pris son enfant. Elle a pris carrément le train. Elle est directement allée à Marseille. Elle s'est dit que si j'arrive à Marseille, puisque vous savez que Marseille, c'est un peu la ville où de Marseille, les gens vont en Algérie. Elle s'est dit que dès que j'arrive en Algérie, là, je vais aller au Maroc, je vais arriver au Gabon. Elle a fait un périple pour arriver jusqu'au Gabon. Ses parents finalement ont pu lui envoyer l'argent et tout ça là. Elle a pu rentrer au Gabon. Quand elle arrive au Gabon, elle se dit que le blanc va laisser, Maxime va laisser, elle a réussi à s'échapper, elle a quitté la France avec son enfant. Mais l'enfant, fièvre sur fièvre, diarrhée sur diarrhée. L'enfant, ça ne va pas, l'enfant ne prend pas de poids. C'est le jeune enfant qui ne rit pas, qui ne pleure pas. L'enfant est amorphe. Quand elle arrive comme ça au Gabon, le blanc écrit carrément au consulat que non, on a kidnappé sa fille, donne le nom de la fille, tout ça là. Maintenant, la DGA, le service de renseignement du Gabon, cherche maintenant la fille là, qu'on a kidnappé l'enfant de Maxime. Maxime qui n'est pas le père. Hein. La DGA l'a poursuit carrément. Donc c'est comme ça qu'elle vient dans mon bureau pour me demander de la protéger. Quand madame le juge, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. La DGA m'a convoqué à 2 jours. Ma fille, depuis que je suis revenue de la France, ma fille ne va pas bien. Je lui ai dit, mais ta fille ne va pas bien, tu fais quoi? Tu es là, tu viens te plaindre, tu viens chercher la loi. Va dormir chez le pasteur, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour l'enfant. Donc j'ai demandé que je veux voir l'enfant. Elle me dit, donc, là, l'enfant, c'est sa mère et tout. J'ai dit, non, quand je finis le travail, je vais venir voir l'enfant. Moi-même, quand j'ai vu l'enfant là, j'ai senti que l'enfant là, l'âme n'était plus là. Je lui ai conseillé à un pasteur, on est parti. Le pasteur a comme on dit que le blanc là avait déjà presque sucé la moitié du sang du bébé. On l'a lavé, l'enfant l'a plongé, l'enfant là dans l'huile d'onction. Prière sur prière, prière sur prière. Je crois qu'elle a fait 21 jours de jeûne et de prière. C'est après 21 jours de jeûne et de prière que la diarrhée de l'enfant là s'est arrêtée. L'enfant là a poussé un cri, pleuré. C'est là où j'ai compris que l'affaire de vampire là, il n'y a pas de couleur de peau. Blanc, noir, jaune, indien, tout le monde fait ça. Et il faut vous méfier des hommes qui sont attirés par vous quand vous êtes enceinte. Quand un homme tombe amoureux de toi quand tu es enceinte là, ce n'est pas naturel. Moi, je pense que ce n'est pas naturel. Je pense que dès le départ, il s'est intéressé uniquement à cette fille pour sa grossesse parce qu'il voulait faire ses sacrifices, il voulait faire ses incantations avec. Donc vraiment, faites attention les filles, là, parce que le gars est blanc, il est amoureux dès le départ, il déverse tout sur toi que tu vas te dire que c'est bon, tu as trouvé le mari. Un pied devant, un pied en arrière, un œil toujours ouvert. Je peux encore raconter une autre histoire ou je dois laisser? Ok, vas-y. En fait, voilà, encore une dernière. Une dernière. Mais celle-là, c'est une jeune fille qui m'a raconté ça. Parce que elle voulait vraiment m'expliquer que la vie de dehors, c'était vraiment pas bien. Elle a commencé à sortir avec un monsieur qui était très riche, qui la draguait, qui habitait dans un quartier très huppé de Libreville qu'on appelle la Sablière. Mais le monsieur là l'emmenait chez lui que le week-end. Il l'emmenait seulement que chez lui le week-end et il restait avec elle tout le week-end. Et quand elle a commencé à voir que ça faisait quand même 1 an qu'ils sortent ensemble, mais le monsieur ne dépasse jamais le week-end avec elle. Elle a décidé que non. Pourquoi, quand tu viens me prendre, je ne reste seulement qu'avec toi le week-end. Je veux aussi venir dans ta maison en semaine. Je ne veux pas seulement être ta tisa, je veux ta femme. Parce que le monsieur avait vraiment une grande maison, mais avec les employés, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de femme. Il s'est dit que, moi je peux devenir la femme du monsieur. Je ne peux pas être seulement une maîtresse comme ça, il me récupère seulement un week-end sur 2 et tout ça là. Le monsieur a hésité. Il dit, c'est mieux qu'on se voit le week-end. Elle dit, non, moi aussi, je veux quand même, je veux passer la semaine avec toi, je veux ta femme et tout ça. Il a dit, ok. Là, c'est elle-même qui me raconte. Hein. Il a accepté qu'elle passe la semaine chez lui. Elle dit que le premier jour, elle a passé le week-end jusqu'à dimanche, le monsieur allait au travail lundi. Tout s'est bien passé jusqu'à 16h, quand les employés du monsieur sont partis. Quand les employés du monsieur sont partis, elle a commencé à sentir vers 17h, puisque les employés sont partis vers 16h. Vers 17h, elle a commencé à sentir maintenant une présence. Genre, une voix mélodieuse, mais qui semblait venir d'un autre monde. Elle
se dit, ah, elle a des frissons. Elle sent qu'il y a une présence dans la maison, mais elle n'arrive pas à détecter si c'est une présence humaine, si c'est une présence. Elle dit qu'elle se sentait seulement qu'elle avait la chair de poule, elle avait les poils qui se dressaient comme ça. Elle a supporté jusqu'à 18h. La voix, la mélodie, la genre. Elle ne faisait qu'entendre ça. Elle a préféré même aller attendre le monsieur au jardin. Quand le monsieur est venu, il a trouvé tout tremblant. Elle dit, ah, je n'ai fait qu'entendre des bruits bizarres dans la maison. Le monsieur l'a seulement regardé sans rien dire. Il dorment comme ça. Elle se rend compte au milieu de la nuit que le monsieur n'est pas à côté d'elle. Elle dit, ah, comment ce n'est pas à côté de moi? Elle se lève, le chef dans la maison. Elle se rend compte que le monsieur n'est nulle part dans la maison. Nulle part. Elle le cherche, elle le cherche, elle le cherche, elle le cherche, elle appelle, elle crie. Elle dit, mon Dieu, ça c'est quelle histoire? Quand elle revient dans la chambre, le monsieur est sur le lit. Elle dit, mais tu étais où? Il dit, mais j'étais là. Ah, mais je t'ai cherché, je me suis réveillée, je ne t'ai pas vu. Elle dit que la nuit, il ne faut pas trop te balader. Comment je peux me balader? On est dans la maison, toi et moi, seulement à deux. Tu disparais, tu étais où? Il a seulement dit, dors. La fille a commencé à sentir que il y a un truc qui cloche. Le mardi, même chose. Mercredi, c'est là où c'était carrément la fatale. La fatale de chez fatale. Genre, toujours c'est vers les 16h, 17h que le truc se manifeste. Là, apparemment, en fait, après, on a compris qu'en fait, le monsieur vivait avec une sirène dans la maison. C'est la sirène là qui était la source de sa richesse. Donc, la sirène s'est carrément manifestée à elle le mercredi. Genre de dos, elle était seulement là, elle a seulement vu la go passer comme ça, là. De dos. Elle a eu la chair de poule. Elle a dû fuir. Elle n'a même plus attendu que le monsieur la rentre. C'est vraiment pour sensibiliser les jeunes filles que quand vous voyez un monsieur d'un certain âge, qui n'est pas marié, qui vit seul, qui a de l'argent, ne vous précipitez pas là-dedans. C'est que vraiment, il y a toujours un truc louche. C'est bon, ce que moi je voulais raconter. Merci beaucoup, Tata Linda, pour l'histoire. En tout cas, j'ai toujours plein d'histoires, je reviendrai toujours vous raconter. Merci. Hein, Okay. En fait, ceux qui cherchent souvent les problèmes à DMGTV, là, on a le retour maintenant. Oui, oh, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Je t'ai même posté sur ma page. Personne qui te cherche, tu m'appelles seulement Madame le juge Linda, je suis la justicière du Gabon. C'est fini. Ah, ça va maintenant, elle provoquer les gens jusqu'à maintenant. Vraiment, Oui. merci beaucoup. D'accord. Bisous, au revoir. Merci aussi. Tout du tonton. Bonsoir depuis le Tchad. Grace Malone. Hope you're good. Grace Suriana. Bonsoir, l'homme de l'ombre. Ouais, papa, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va. C'est quoi, tu as disparu. On sait que le dimanche, tu as dit que tu es occupé. Les mercredis aussi, désormais, les vendredis aussi, tu es occupé. Non, c'est quoi? Tu es allé faire la danse? C'est que j'ai eu un petit... Il y a des petits trucs là que j'ai en train de gérer. Je suis en train d'aménager dans un studio là. Ça me prend beaucoup de temps. Il faut acheter des trucs, il faut faire. Donc, j'ai vraiment pas le temps. Même aujourd'hui là, c'est que les gars, dans mon inbox, on doit me taper s'il ne fait pas le live aujourd'hui. Ah, parce qu'il y en a qui sont venus trop me dire, mais il faut dire à DMG pourquoi il coupe le live. Je dis, c'est pas moi qui a créé DMG. DMG là, c'est lui qui a créé son live. Dans mon nombre là, les gars vont me taper. Dans mon inbox, les gars vont me taper seulement. Que c'est comment? C'est quoi? J'ai tout raté. J'ai dit que même peut-être tu étais allé doter une femme, la belle famille t'a interdit de faire encore le live de la sorcellerie. Même le jour d'après, là, on va faire le live là-bas au village, là, même dans le village, on fait le live là-bas directement. J'espère que tu as fait un bon Noël. J'étais dans le travail à Noël là. Est-ce que nous on fait encore Noël? C'était à l'époque là. Ah, tu es comme moi alors. On sait que le Père Noël existe, moi, on l'a jamais vu. En tout cas, on encourage ceux qui ont espoir de le voir un jour. Bonsoir à tous les abonnés de DMG TV. Bon, ce soir, je vais être rapide là parce que j'ai pas mal de trucs à régler. Et je ne sais pas par où commencer. Entre l'histoire du gars qui voulait aller basser une fille et qui a remarqué que c'était l'enfant de la fille du féticheur, et entre le cadavre, la femme décédée, la femme défunte qui avalait, qui consommait la grossesse de son mari et de la nouvelle femme de son mari. On commence par où? La deuxième histoire.
D'accord. Les hommes qui sont dans le live là, vous qui aimez pas doter vos femmes à la maison et puis vous dotez les femmes dehors là, prenez vos tabourets et asseyez-vous. Ça là, c'est la bande là, si c'est pour vous. L'histoire, ça concerne un couple. C'est un couple qui a fait 32 ans de mariage ensemble. Et dans ce mariage, l'homme n'a jamais doté la femme. Ils n'ont pas fait de mariage civil, ils n'ont pas fait de mariage à la mairie et à l'église. Ils n'ont pas fait la dot. Donc, à chaque fois, le monsieur disait à sa femme, va me prendre ta liste de dot, je vais te faire la dot. Mais à chaque fois que la femme revient avec la liste de dot, rien n'y est fait. Dans 2 ans de relation, ils ont fait 4 enfants. Les enfants allaient bien, 4 ou 5 enfants, je pense. Les enfants allaient bien, tout allait bien. Et subitement, la femme est tombée malade. Et elle n'a pas pu survivre à cette maladie. Cette maladie l'a emportée. Et après les funérailles, les cérémonies et tout, monsieur a fait son deuil pendant 1 an. Après les 1 an, il a repris sa vie. Il a repris sa vie en main. Et il a croisé une nouvelle personne. Une personne qui l'intéressait et tout. Donc il s'est engagé. Il voulait quand même que cette personne vive avec lui et tout. Cette personne a dit, il faut que tu ailles voir mes parents. Il est allé voir les parents de la fille. Et les parents de la fille lui ont exigé qu'il devait faire la dot. Qu'il devait doter la fille avant que la fille ne la rejoigne. Mais comme c'est un homme qui veut nettoyer, je vais dire, essuyer ses larmes, il avait quand même accepté. Il était allé faire la dot. Tu vois un peu, il était allé faire la dot à cette fille. Donc, la fille l'a rejoint. Il était déjà un peu âgé, la fille était jeune. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a les moyens, donc on ne va pas lui refuser de se faire plaisir. C'était bien déjà parce que beaucoup de personnes se disaient, comme il a l'argent et que sa fille est décédée, il va se bavarer un peu, il va chercher des filles de gauche à droite. Donc, effectivement, il a doté la fille et la fille l'a rejoint. À sa grande, je vais dire, à notre grande surprise, à chaque fois que la fille tombait enceinte, 2-3 mois après, la grossesse tombait. Jusqu'à ce qu'ils atteignent 8 grossesses. Ils tombaient. Mais pourtant, la fille ne manquait pas d'aller à des pays de prière. Le monsieur aussi, parce que il y a le monsieur qui était céleste, Christiani Céleste, ici au Bénin, et la fille était évangéliste. Donc chacun allait dans son coin. Tu vois un peu. Mais le problème devenait pertinent au point où l'autre a rejoint l'autre, quoi. Tantôt, c'était le monsieur qui allait à l'église de la fille, tantôt, c'était la fille qui venait dans le céleste du monsieur pour trouver une solution. Ça ne passait pas. Et un jour, le monsieur était allé, il venait du boulot, il a croisé quelqu'un dans un feu. La personne est venue taper à sa vitre, tu vois, un peu comme les mendiants. Il pensait que c'était l'argent que la personne voulait. Et quand il a baissé la vitre, il a tendu un billet à la personne dit non, je ne cherche pas l'argent. Mais je comptais te dire que ce que tu traverses avec ta femme là, si tu penses que la prière va t'aider, tu vas encore longtemps prier. Cherche pourquoi et règle le problème. Ça l'a traumatisé, il est rentré à la maison, il en a fait part à la femme, et la femme en a fait part à sa famille. Mais comme tu sais, dans une famille, on a toujours un oncle quelque part qui est lié dans les trucs mystiques, qui connaît toujours quelque part où on peut aller faire une consultation. On a toujours c'est un oncle comme ça dans la famille. Quand que soit le type de famille là, il y a toujours un oncle, une tante quelque part qui sait toujours où est-ce qu'il faut aller faire une vision. Donc l'histoire a circulé, c'est tombé dans l'oreille d'un oncle. Et l'oncle a dit, je connais un gars qui peut vous faire une consultation et tout. Donc, ils sont allés pour faire la consultation. Pour savoir si ce que le monsieur avait vécu était d'état normal. Et c'est comme ça que ça veut dire que dans ta famille, c'est toi l'oncle là, non? Dans ta famille. Non, hein. Moi, dans ma famille, on est beaucoup. Mais je vais dire que dans la famille, aujourd'hui, je suis le fils. Parce que dans la famille, il n'y a aucun que ce soit. Parce que c'est une famille musulmane. Tu sais, moi, je suis né musulman. Mon nom à l'état civil, c'est Abdou Azim. Je suis né musulman. Je viens d'une famille où on va à la mosquée. Mais tu ne peux pas faire quelque chose dans cette famille-là sans m'invoquer. Tu n'es pas né. Tu ne peux pas. J'ai réveillé l'âme de tous les ancêtres de la famille. Tu peux aller à la mosquée, je ne t'interdis pas. Mais quand on parle de la culture africaine, quand on parle des trucs de base de la famille, tu dois venir assister.
Sinon, tu as un problème. Tout le monde me connaît pour ça. Je ne suis pas contre les religions, mais que les religions ne soient pas contre ce qui est africain. On était ici, ils sont venus nous trouver. On va vivre ensemble, on va collaborer ensemble. Mais s'ils vont nous détester, un locataire ne déteste pas son propriétaire. Pardon, il faut me déposer. Parce que si tu rentres dans cette affaire-là, je vais me faire beaucoup d'ennemis dans ton live ici. Donc, je te disais, ils sont allés faire la consultation. Donc, la consultation les a révélé que le monsieur devait quelqu'un. Le monsieur dit, mais qu'il ne doit personne. Il a dit qu'il devait la banque et qu'il a remboursé la dette de la banque. Donc, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et le prêtre qui leur faisait la consultation, le gars a demandé, au phare, si est-ce que celui qu'il doit, celui que le monsieur doit, est-ce que c'est un vivant? Le phare a refusé. Il a demandé si c'est un défunt, le phare a dit oui. Donc, le prêtre a demandé au monsieur que le phare dit que celui qu'il doit, c'est un défunt, que c'est plus quelqu'un qui est parmi les vivants. Et que tant qu'il ne rembourse pas la dette à cette personne, que chaque fois que sa nouvelle femme va tomber enceinte, la grossesse va tomber. Ils ont cherché parmi toutes les personnes qui sont décédées, ils n'ont pas trouvé. Et l'oncle qui l'a amené chez le monsieur pour faire la consultation a eu l'instruction de demander si c'est sa femme défunte. C'est là qu'ils ont posé la question au phare, le phare a accepté que c'était sa femme. Maintenant, il fallait chercher quelle est cette dette. Au début, il avait dit qu'il avait promis à la femme qu'après il allait monter sa tombe pour faire une période pour que le soleil ne la tape pas, mais qu'il n'a pas fait. On a demandé tout ça, Niet, le phare a refusé. Ils ont cherché. Et toujours l'oncle qui l'a amené, puisque les oncles qui sont expérimentés, tellement ils sont allés consulter sur la vie de la famille, que tu es tranquille chez toi, mais l'oncle sait tout, il sait même ce que tu as mangé. Donc il dit que, est-ce que ce n'est pas la liste de dot que tu lui demandais d'aller prendre chaque fois de son vivant qu'elle ramenait? Et ils ont demandé ça au phare, le phare a accepté. La consultation leur révélait que le mari devait la dot à sa femme. Et tant qu'il n'allait pas aller doter la femme dans sa famille et doter la femme dans l'au-delà, que la nouvelle femme ne pourra jamais avoir d'enfants. Parce que les 4 enfants qu'ils étaient là, c'était que des garçons. C'était rien que des garçons. Le problème, c'est que l'erreur qu'ils ont fait, bon, après je vais vous expliquer ça. Donc, quand le prêtre les a dit qu'il lui, il n'avait pas une solution. La seule solution qu'il trouvait, c'est qu'ils aillent doter la femme dans sa famille. Et voilà que la femme est décédée. Donc, le monsieur a pris son courage et il est allé effectivement voir la famille de sa défunte femme. Il a parlé avec, il les a expliqué un peu le problème. Donc, ils lui ont remis à nouveau la liste d'os et ils ont fait les cérémonies de dot et tout et tout. Après, il est revenu voir le prêtre. Le prêtre est allé lui faire la dot qu'on fait au défunt, au cimetière, à l'endroit où il a enterré sa femme. Donc, tout a été fait. 2 mois après, sa nouvelle femme est tombée enceinte et cette grossesse a porté le fruit jusqu'à l'accouchement. La moralité que je vais vous expliquer ici, il y a 3 erreurs que nous, les hommes, nous faisions. Je parle sérieusement. Ces 3 erreurs, c'est quoi? Quand vous vivez avec une femme sur votre toit et que vous ne la dotez pas, évitez de faire la fête quand son père ou sa mère décède. Vous êtes en relation avec une femme, ses parents sont vivants, vous ne la dotez pas. Et quand son père tombe, vous allez faire la fête pour recevoir des invités. Après cette manifestation, vous allez perdre soit votre emploi, soit vous allez commencer par avoir des problèmes financiers. Parce que la dot, c'est sacré. On sait qu'il y a le mariage social que vous faites à la mairie et le mariage religieux. Mais il faut savoir que ce qu'on appelle dot en Afrique, il n'y a pas plus sacré que ça comme mariage. Ça fait 1. Quand vous avez une femme chez vous qui vous a donné des enfants et que vous ne la dotez pas et que vous vous levez, vous allez doter une femme dehors, quand soit le problème qui arrive, sachez que c'est à cette nouvelle femme-là que vous avez cherché les problèmes. Parce que la dot, c'est sacré. Ce qui ne se mange pas là, on ne coupe pas ça avec les dents. Quand soit la grossesse du chat là, il ne va jamais donner la voix de la panthère. Il va toujours dire miaou. C'est ça qu'il va toujours dire. Donc, ce qu'il a lieu de faire, il faut le faire. Moi, je ne suis pas contre la polygamie. Mais je demande qu'on respecte le sens et le contexte de la polygamie. On ne rentre pas, on ne devient pas polygame parce qu'on est au coup après les femmes. On devient polygame quand on a les moyens
d'être polygame. Si tu laisses ta femme affamée à la maison et que tu dépenses de l'argent sur les femmes dehors, ta vie n'aura pas de sens. Tu seras comme un papanier. On sait que tu donnes de bons fruits, mais tu n'auras pas de force. Ce que je vous dis, c'est sacré. À tous les hommes qui sont ici, regardez un peu ce problème, par exemple. Il a fallu qu'on fasse une consultation pour comprendre que c'est parce qu'il n'avait pas fait la dot à sa défunte femme de son vivant, de sa vivante, et qu'il est allé doter la nouvelle femme. Donc la défunte n'était pas d'accord pour ça. Les ancêtres de la famille de cette femme et les ancêtres les défunts de la famille de cet homme n'étaient pas d'accord. Ils se sont entendus pour le pincer. Et il a fallu que sa nouvelle femme paie 8 grossesses. 8 grossesses, c'est pas petit, hein. Et quand elle a voulu mettre un enfant au monde, elle a mis une fille au monde. Donc, c'est très important. Surtout quand vous vivez avec une femme que vous n'avez pas dotée et qui décède, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, il y a ce qu'on appelle la dot coutumière que vous faites à la famille pour vous libérer de cette femme-là, de cette femme qui n'est plus dans votre vie, qui est décédée. Laissez-la se marier dans l'au-delà. Sinon, quand soit où elle est là-bas, elle continue d'être votre femme. Elle peut toujours vous nuire. Si on ne vous dit pas, moi je vous le dis. Ça n'a rien avec la délivrance. Vous allez prier à l'église jusqu'à vous allez lire tous les versets de la Bible, ça ne va pas changer. Comme j'ai l'habitude de le dire, la prière n'enlève pas le piquet dans le pied. On te dit qu'il y a un aiguille dans ton pied, tu n'enlèves pas et puis tu pries. Hein? Mon frère, tu vas marcher tordu. Hein? Il faut laisser la prière, tu enlèves ce qui est dans ton pied qui te fait mal. Donc, ça, c'était la première histoire. Wow. Ok, la deuxième histoire maintenant. La deuxième histoire, ça concerne toujours mes confrères. Nous, les hommes, quand on voit une femme ou bien tu vas draguer une femme comme ça sur les réseaux sociaux, elle te fait l'importante, tu t'énerves, tu prends sa photo, tu dis je vais la passer. Donc, c'est le cas d'un jeune qui, par malheur pour lui, est tombé sur une jolie et charmante fille sur Facebook. La fille était belle. Quand on parle de beauté, non. C'est que quand la dame là-dessus partageait la beauté, elle a pris son tabouret et puis elle était assise. Comme je dis souvent, les anges qui l'ont fabriqué ont gaspillé le ciment de Dieu. Non, ils ont gaspillé le ciment de Dieu. Elle était belle. Moi-même, j'ai vu la fille, j'ai dit, hey, attention. Ça, c'est ce qu'on appelle le clignotant. Donc, il a dragué la fille. La fille l'a un peu joué l'importante. N'a pas d'importance, ne répondait pas à ses messages et tout. Et lui, il s'est énervé. Entre-temps, quand il s'est énervé, il avait pris le numéro de la fille. Il écrivait à la fille sur WhatsApp, la fille ne répondait pas. Donc, il est retourné sur le profil de la fille et il a téléchargé les photos de la fille. Et il est rentré chez un féticheur. Il a vu le vieux, c'est un vieux qui a l'habitude de faire ces genres de choses, passer ou unir des personnes. Bref, forcer une femme à tomber amoureuse ou forcer un homme à tomber amoureux de toi, il est doué dedans. Désolé, je suis un peu grippé aujourd'hui là, parce qu'il y a la fraîcheur. Donc, il a vu le vieux, il fait comprendre au vieux que lui, il sort avec une fille, mais que cette fille a bouffé son argent. Et que après qu'il ait dépensé plus de 400-500 000 sur la fille, que la fille a commencé par lui jouer l'importance et que vraiment lui ne digère pas. Donc ce qu'il veut, ou ce qu'il souhaite du moins, qu'il veut que le vieux passe la fille, que la fille court après lui jusqu'à l'éternité. Qu'il veut passer la fille. Est-ce que vous savez qu'il y a des purées ici? De toute façon, vous envoyez les lions courir. Ne me laissez pas courir. Je n'ai pas envie de courir. Je suis courageux face aux sorciers. Je suis courageux face aux sorciers. Je ne suis pas courageux face aux lions. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc, il explique au vieux que lui veut passer la fille et qu'il veut passer les parents de la fille. Tout ce qu'il va dire dans la famille de cette fille, qu'ils soient d'accord, que ce soit bon ou mauvais, qu'ils soient d'accord. Et le vieux lui a dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Parce que passer la fille, d'accord, mais jusqu'à aller passer la famille de la fille, est-ce que c'est pas exagéré? Il dit non, que lui, il a l'argent, il est prêt.
Le vieux dit, ok, tu me donnes 300 000. On va faire le travail. Mais est-ce que tu as la photo de la fille? Il dit oui. Le vieux dit, ok, va imprimer la photo de la fille et reviens. Donc c'est comme ça qu'il est parti. Il a imprimé la photo. Il est revenu voir le vieux. Ils étaient dans un petit truc où le vieux fait des consultations et autres. Donc il a remis la photo à la fille. Le vieux était choqué. Il a remis la photo de la fille au vieux. Le vieux était choqué. À la grande surprise du vieux, c'était sa propre fille. Ouais, voilà le gars qui veut passer la fille, la belle famille le père, la mère de la fille, mais sans oublier que le père de la fille, c'est un padre. Ah oui, c'est ça, on appelle Pablo Escobar traditionnel. Le vieux regarde la photo, il le regarde. Le vieux dit, c'est la fille que tu veux passer? Il dit oui. Et tu es sûr que tu veux passer ses parents aussi? Il dit oui. Le vieux dit, donne l'argent. Il a compté l'argent, les 300 000 à revenir au vieux. Dans les 300 000, le vieux lui a retourné 10 000, le vieux a pris 290 000 chez lui. Le vieux dit, écris le nom de la fille derrière la photo. Il a écrit, le vieux lui a dit, je viens. Et quand le vieux est sorti, le vieux a fermé la porte. Bon, il n'avait pas trouvé ça suspect parce que quand ils étaient rentrés, le vieux avait fermé. Donc pour lui, et généralement c'est comme ça, quand tu parles de ces genres de cas avec quelqu'un, tu fermes la porte pour que quelqu'un ne vous attende pas de près. Et le vieux est rentré, il est allé appeler la fille. Il dit à la fille, est-ce que tu connais telle personne? Et la fille dit non. Est-ce que quelqu'un t'a proposé d'être en relation avec lui que tu lui as manqué de respect? La fille dit oui. Le vieux lui a demandé, est-ce que tu as bouffé l'argent de cette personne? La fille dit non. On ne s'est même jamais vu. C'est comme ça, la fille a narré à son père que le gars l'avait demandé. Le gars l'avait donné un rendez-vous chez lui et qu'elle avait refusé. Après à l'hôtel, après au restaurant, et qu'elle avait refusé. La fille lui a dit, je ne vais pas rencontrer des inconnus. Si tu veux qu'on se voit, on se voit d'abord dans une place publique ou tu viens chez moi à la maison. Et elle a expliqué au vieux. Il lui a dit, ok, viens, tu vas rester à la fenêtre. Tu vas entendre ce qui se passe. La fille est restée à la fenêtre, le vieux est rentré. Le vieux a demandé encore au gars, est-ce que tu es sûr que tu veux passer cette fille? Le gars dit oui, papa. Dis-moi, la fille t'a fait quoi exactement? Parce que cette fille que tu veux passer, c'est pas une petite personne. Il a encore narré exactement ce qu'il avait narré au vieux. La fille a bouffé son argent près de 400 000. La fille a fait ci, la fille a fait ça. Il dit d'accord. Le vieux ouvre la porte et fait rentrer la fille. Le vieux dit, tourne-toi. Le gars se tourne. Il constate que c'est la fille qu'il veut passer. Le vieux dit, bon, la fille que tu es venu passer, c'est ma fille. On fait comment? Le gars était resté silencieux, il n'avait plus de mots. Le vieux dit, dans les 300 000 que tu m'as donné, je t'ai remis 10 000. Tu as pris. Le gars dit oui. Le vieux dit, tu sais pourquoi je t'ai retourné l'argent? Le gars dit, il dit, je vais te passer la fille pour toi. Mais tu vas porter tous les séquelles, tous les inconvénients qui sont dedans. Comme tu as dit, tu m'as payé pour que je te fasse un travail. Mais le billet que je t'ai retourné, c'est le retour à l'envoyeur. Je vais passer la fille pour toi, comme tu l'as dit, c'est ma fille. Ça ne me pose pas de problème. Mais une fois que je vais finir, tous les pots cassés qui sont dedans, c'est ça que je t'ai retourné le billet de 10 000 que tu as pris. Le gars transpirait comme s'il était à l'entrée de l'enfer, qu'il attendait Satan appeler le nom des gens. Non, il était debout comme ça, et puis lui-même, tu vois, c'est comme s'il pleuvait de son corps. Pareil que le jour-là, l'eau, la transpiration qu'il a eue là, dépassait 2 litres. Il restait debout, il regardait le vieux, il ne parlait pas. Il ne sait pas par où il va commencer. Donc le vieux dit après, il faut rentrer. Il est sorti. Et c'est là qu'il est allé voir un ami à lui. Donc le père de l'ami aussi est dans la tradition, un traditionnaliste. Et il allait narrer le problème au père de son ami, qui est venu voir ce vieux. Et ils ont demandé quand même à ce que le vieux oublie et que le vieux pardonne. Je dis non, le mal est déjà fait. Il m'a donné 300 000 pour que je passe une personne et toute la famille. Je lui ai retourné 10 000. Il a pris. Il ne m'a pas demandé c'était pourquoi. Donc, il accepte les conséquences qui sont dedans. Le vieux dit que j'ai passé la fille même. Tout ce qu'il a demandé, je vais faire. Ma fille va t'aimer. Et tout ce que tu vas dire, je vais l'accepter. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus bander sur une autre femme si ce n'est pas ma fille.
Si tu trouves 1 franc et que tu donnes à une autre femme dehors, en dehors de ma fille et de ta mère, tu meurs. Tout ce que tu vas donner à une femme, si ça dépasse ma fille et ta mère, tu meurs, c'est ta vie. Et cette histoire est restée comme ça, bloquée. Jusqu'à aujourd'hui, le gars est là, il n'a pas le droit. Ah, ça, c'est voiture, ça, c'est pour les voyageurs. Dommage pour nous, on a peur de voyager. On n'a pas, on n'a pas des assurances, donc on ne voyage pas. Donc, le gars est comme ça, là, hein. On lui a, voilà les principes et les règles auxquelles on l'a soumise. Il ne peut plus donner de l'argent à une autre femme, même pas sa soeur. Après sa mère, c'est la femme qui est venue passer chez le marabout, qui est le père de la fille. Il ne peut plus bander sur une autre femme. S'il essaie, il va mourir. Donc, il est venu passer une femme, mais en retour, il a été bassé. Il a été bassé posément. C'est ce qu'on appelle bassé posé. Il a été bassé au calme, avec beaucoup de tendresse. Donc, quand vous prenez la photo des enfants des gens, pour aller les passer, prenez le soin de savoir ton père fait quoi dans la vie, ta mère fait quoi dans la vie. C'est important. Parce que ce que vous ignorez, le lionceau, quand Kansoa a sa taille aujourd'hui, il est né d'une lionne et d'un père lion. En tout cas, je vous avais dit. Donc, c'était mes 2 histoires. En tout cas. Ok, tonton. On va se prendre une prochaine fois. Alors, merci beaucoup pour les histoires. Comme d'habitude, c'était du tout chaud, tout flot, tout flamme. Bonne soirée. D'accord, dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans mon enfance. D'accord. Ça s'est passé dans un quartier de Libreville, en fait, au point de la démocratie. On est arrivé là-bas en 2001. C'était une maison de mon père. Et là-bas, on vivait dans un état vraiment, vraiment précaire. On a fait plus de 10 ans dans l'obscurité. Je crois que beaucoup de gens doivent connaître. C'est un immeuble situé au rond-point de la démocratie. On a même eu des soucis avec. On a fait plus de 10 ans dans l'obscurité. Et là-bas, quand j'étais petite, parfois on avait l'impression de ressentir des présences. Des présences. En fait, il y avait des présences. C'est comme si tous les fantômes du quartier venaient vivre dans l'immeuble en question. On vivait avec des lampes tempêtes. Parfois, on allait chez les voisins recharger des ampoules rechargeables, là. Les anciens trucs d'avant, là. Puis, une certaine année, vers, je crois, 2004. Je n'étais pas simple que ça, j'étais encore primaire. Un jour, il y avait une grande pluie en tout cas dans le quartier. Et à chaque fois qu'il y avait des pluies, parce que nous, on se lavait qu'avec l'eau de pluie. Si on ne se lavait pas avec l'eau de pluie, pendant la saison sèche, on traversait les rues, là, les routes, les 4 voies, là. On traversait pour aller se laver dans les petites rivières qui est juste à côté de la barrière de la cité de la démocratie. C'est comme ça qu'un jour, il y a une grande pluie. Tout le monde est allé à l'étage. Comme c'est là-bas, on remplissait toujours les fûts, tout ce qu'il fallait, les seaux pour se baigner et laver les habits. Tout le monde est allé en haut. Moi, je suis restée dans ma chambre en bas et dans l'obscurité parce qu'il n'y avait pas de lumière. C'est comme ça que j'essaye maintenant. J'ai dit à mon cousin, comme j'avais un cousin, parce que le côté de papa, il avait aussi des cousins qui gardaient à la maison. J'ai dit à mon cousin, attends-moi, ne pars pas, ne me laisse pas, attends-moi. Il y avait le noir. Il est parti, moi je ne savais pas. Voilà comment quand je sors de la chambre, je vois en tout cas comme un enfant. Il m'attrape la main. Et lorsqu'il m'attrape la main, il me conduit à l'escalier. Jusqu'au niveau de l'escalier, il y avait la lumière de l'extérieur qui faisait comme une limite entre l'obscurité et le côté de l'escalier. C'est comme ça que je demande, en tout cas à l'enfant, comme nous deux on était petits, par exemple, je vais dire Emmanuel. Emmanuel, tu ne montes pas avec moi. Il me regarde. En fait, il était comme une ombre. Il était obscur. Il fait marche arrière, il va dans l'obscurité, il disparaît.
Voilà comment moi j'ai dit, ah, peut-être il a envie de jouer. Bon, moi je préfère monter, trouver les autres, on va aller jouer. Ou bien on va remplir les fûts. Quand je monte, je trouve mon cousin en question en train de remplir les fûts. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je raconte à tous mes frères et soeurs que j'ai laissé Emmanuel en bas. Il m'a accompagné juste pour monter les escaliers et après il est parti. Ils m'ont dit c'est faux. Ils ne m'ont jamais cru. Un autre jour encore, on dort comme il y avait beaucoup d'insectes, des cafards dans la maison parce qu'il n'y avait pas de lumière. Voilà comment je dors la nuit. Je ressens une présence. J'avais quitté la chambre pour dormir à la terrasse avec mon matelas. Je ressens une présence. J'entends une voix qui me fait... À un moment donné, je me pose exemple, ça c'est quoi? Qui me siffle? Je regarde à gauche, à droite, je ne vois personne. Je pose encore la tête pour vouloir m'allonger. J'entends encore... Je regarde, je ne vois toujours rien. Dès que j'ai envie de poser encore, j'entends... Je regarde droit devant moi, direct dans ma chambre. Je vois un fantôme, je ne sais même pas. Il était assis au chevet de mon lit, habillé tout en blanc. Quand je regarde, il me fait le signe comme s'il me disait avance, avance, habillé tout en blanc. J'avance avec la curiosité, j'ai envie de voir qui m'appelle. Quand je regarde comme ça, je vois qu'il n'a pas de visage. Je fuis. Je vais directement, comme tous sont dormant avec les portes ouvertes, vu l'obscurité, la chaleur. Je vais trouver ma grande soeur dans sa chambre. Je ferme, je claque la porte. Ma soeur se réveille en sursaut. C'est comment? Je lui dis, j'ai vu un fantôme, j'ai vu un fantôme. Elle me dit non, elle ne croit pas. Ils n'ont jamais cru. Tous les jours, je leur racontais la même histoire. Ils ne m'ont jamais cru. Un fantôme m'a attrapé la main. J'ai vu un ditingu. Et ils ne m'ont jamais cru. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle les revenants chez nous, ditingu. Bon, c'est tout ce que j'avais à raconter. Mon histoire est terminée. Bonne soirée à vous. Abonnez-vous. Tapotez, partagez. Tu as fait là que les... Elle m'a dit que... J'espère que tu n'es pas aussi une revenante. J'ai été effrayée. J'étais encore plus jeune. Je devais avoir 12 ans, 13 ans. Vraiment, j'étais traumatisée. On l'a vécu comme ça. Plus de 10 ans dans l'obscurité. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, bonne soirée à tout le monde. Merci à toi. Merci beaucoup. Je suis une dame. Bonsoir. Sorry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir respecté le rang. En fait, mon histoire, c'est moi-même qui a vécu cette histoire qui est un peu délicate. Je pense qu'il y a aussi du... En tout cas, je vais raconter. Hein. Moi, quand je suis née, mon papa était déjà décédé. Donc, j'ai fait l'école maternelle, une partie... ça s'est passé au Cameroun. J'ai fait l'école maternelle, une partie à Yaoundé. Et dans ma famille, c'était que chaque fois, il fallait qu'on envoie un enfant au village rester avec la grand-mère. Et dans mon village, je suis de l'Ouest, il y avait la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle. Donc, je devais rester chez la grand-mère paternelle parce qu'elle était toute seule. Mais ma grand-mère paternelle était tellement méchante au secours, tellement méchante, que tous les jours après l'école primaire, j'allais d'abord passer la soirée chez la grand-mère maternelle. Et le soir, comme il y avait le brouillard, à l'ouest, le soir, il y a d'épaisses brouillards avec l'humidité, c'est horrible. De la grand-mère maternelle à la grand-mère paternelle, il fallait que je me tape un marathon de 10 minutes, 15 minutes. Même si je perdais ma chaussure, je courais simplement pour arriver. Je laissais ma chaussure pour rentrer chez la grand-mère paternelle parce qu'il fallait que je dorme là-bas pour éviter les problèmes entre les deux grand-mères. Mais malgré que ma grand-mère paternelle était tellement méchante avec moi, normalement j'étais partie simplement pour une année parce que chaque personne, en fait, les oncles et les tantes, chaque année quelqu'un devait envoyer un enfant. Et à mon tour, ils ont décidé, depuis personne n'a plus voulu respecter la réunion, les clauses de la réunion. Et je suis restée du CP jusqu'au Q-1. Et au Q-2, je suis rentrée sur Yaoundé pour pouvoir passer le CEPE, je pense que c'était ça, avant d'aller au collège. Parce que je parle du collège parce que c'est collège privé en fait. Et quand j'étais déjà à l'école primaire, je n'étudiais pas. Mais j'avais toujours des notes exceptionnelles. On dit, mais comment elle apprend? Mais j'étudiais pas. Dès qu'on me donne un exercice, la réponse vient directement dans ma tête.
Même au CPE, quand on me donnait les feuilles et puis il fallait qu'on mettait le problème, on disait il fallait résoudre et tout. En moins de 15 minutes, j'ai déjà tout résolu. Au concours d'entrée en 6e, pareil, j'étais un as en fait. De 6e en 3e, j'étais parmi, en tout cas, première ou deuxième, c'est premier ex aequo, hein. Le problème est arrivé en 3e. Premier trimestre de 3e, excellente. Maintenant, il y a une fille qui était au collège qui me disait toujours, elle veut que j'aille chez elle pour l'expliquer les mathématiques et tout. Et moi, je n'acceptais jamais. Un jour, elle est venue demander à ma mère. Ma mère a dit, vas-y avec elle, va l'expliquer et tout. Je suis allée l'expliquer. En fait, je suis arrivée chez elle. Elle m'a donné quelque chose à manger. Je ne sais pas si c'était le pain, mais en tout cas, c'était un truc blanc. Et j'ai pris, j'ai mangé. Là, l'histoire commence, l'horreur commence. Quand j'ai mangé ça, c'était comme si j'avais pris du somnifère. Je me suis endormie parce que je me souviens que c'était un mercredi. Je me suis endormie profondément. Je me suis réveillée vers 19h. J'avais vomi sur mon cahier de mathématiques. J'étais bizarre. C'est comme si mon cerveau n'était plus à moi. Je suis rentrée chez moi, j'explique à ma mère que je ne me sens pas bien, que je suis bizarre, c'est pas bien, c'est pas normal. Ma mère me dit, va là-bas avec, tu étais chez ta copine, qu'est-ce que tu as... En plus, ma mère était un peu fâchée, elle me dit, je suis partie pour 2 heures de temps, je suis partie peut-être vers 13h et je suis revenue à 19h. J'ai dit, je ne sais pas, je me suis endormie profondément, mais ça ne va pas à ma mère, elle ne m'écoute pas. J'explique à ma mère que comme là, j'étais en 3e, je dis, amène-moi même pour qu'on me lave parce que je ne me suis pas bien. Ma mère a négligé. Là, vous allez halluciner. L'école, je retourne, parce que là, c'était les vacances de Noël, là, je suis allée chez elle. Quand je suis retournée au collège au 2e trimestre, waouh, l'horreur. Je n'arrivais même plus à avoir un suivant. Je n'arrivais même plus à avoir un suivant. Quand on avait même, les profs avaient pitié de moi pour me donner 3 sur 20. On dit, on ne comprend pas. La fille, quand même l'entrée en 6e, elle était numéro 1. De 6e jusqu'au 1er trimestre, elle est numéro 1, mais pas numéro 1 avec 12, hein, 17 de moyenne, les moyennes exceptionnelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, la fille qui m'a invitée chez elle, c'est elle qui avait mes moyennes. J'étais bizarre, j'étais pas bien. Et je dis à ma mère s'en fout. Je dis à ma mère, elle me dit, oh, ça va revenir, je vais te trouver un répétiteur, tout ça. J'étais pas bien, j'étais mal, ma tête était vide, j'arrivais même pas à je sais pas, quand je revis cette scène, je suis choquée en fait. Même quand je relisais mes cours, je faisais tout, il n'y avait rien. Au secours quoi, je ne veux même plus vivre cette scène, au secours. Et en fait, dans ma chambre à Yaoundé, on était 2 par chambre, donc les lits en étage. Je dormais en haut et j'avais ma grande sœur qui dormait en bas. Et ma tête donnait directement à la fenêtre. Et vous savez, quand il y a la pleine lune, ça éclaire tellement. C'est comme si la lune m'avait parlé. J'avais ouvert les rideaux parce que je supportais plus le noir. J'étais devenue vraiment bizarre. J'étais pas bien. Et je regarde la pleine lune, c'est comme si je prie à la lune de m'aider parce que je ne vais pas bien. Je parle à ma mère dit c'est parce que, ah oui, en 3e, tu sais, en 3e, on a commencé à voir un peu des dragueurs et tout. Elle me dit oui, c'est les dragueurs qui troublent ma tête, c'est pour ça que je travaille mal à l'école. Je l'explique que c'est depuis que je suis partie voir cette fille, elle me dit laisse-la tranquille. Mais comme j'étais dans une école privée catholique, je pense que la sœur avait remarqué ça. Parce qu'un jour, attends. En fait, la sœur avait remarqué cela, la directrice du collège. Hein, elle est venue un jour, je sais pas, je me souviens pas de ce qu'elle m'avait dit, mais après elle m'a regardé profondément. Elle m'a regardé, c'est comme si elle avait compassion, je sais même pas ce qui se passait. Je suis retournée en classe et 2 jours après, l'autre fille avait été renvoyée. Mais je ne sais pas si c'était en rapport avec ça, je ne sais pas. La fille a été renvoyée. Moi, parce qu'après, il y avait le BEPC. Le BEPC, je ne sais même pas comment j'ai fait pour réussir le BEPC. Hein. Je me dis peut-être que c'était un miracle comme ça que j'ai réussi le BEPC, mais je ne sais pas. Là, l'histoire, pour moi, la morale de cette histoire, c'est le fait que tu sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe, tu en parles aux parents. Les parents ne t'écoutent. Ma mère ne m'a pas écouté. Elle a dit non, elle ne m'a pas écouté. Je rebondis sur cette histoire parce qu'actuellement, je suis maman.
Et ma fille à moi est en 3e. Actuellement, elle a fêté son anniversaire. Elle a invité quelques copines à la maison. Quand les copines sont arrivées à la maison, il y avait 2 blanches et une noire. Quand la noire est entrée chez moi, j'ai entendu non. J'ai dit, c'est pas possible. Pourquoi ça me dit non dans ma tête? Dans la soirée, j'observais le caractère, le comportement de celle qui était noire. C'était vraiment étrange. Au moment de la remise des cadeaux, là alors, je me suis dit un truc qui ne va pas. Elle a remis un t-shirt noir. Tout ce qu'elle a remis à ma fille, c'était noir, 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 noir. J'ai dit, je ne sais pas. Des bonbons dans une boîte noire. Tu as 13 ans. Depuis quand à 13 ans, les enfants achètent tout ce qui est noir? C'est quand même étrange. Et quand elle a remis les cadeaux et qu'ils sont partis, la petite de 8 ans a commencé à faire pipi au lit tous les jours. Bizarre, bizarre. Je me suis dit, oula, il y a une histoire, je ne sais pas. Les bonbons, j'ai dit à ma fille, ne mange pas les bonbons. Je ne sais pas pourquoi, mais comme moi, j'ai un planning surchargé par rapport à mes activités et tout. Une autre fois, dans ma tête, j'entends, je ne sais pas, j'ai une intuition, je demande à ma fille, où sont les bonbons? Elle me dit, elle a mangé. Je dis, c'est pas croyable. Pourquoi tu as mangé? Je t'ai dit de ne pas toucher à ça, de ne pas manger. En tout cas, si tu as mangé, il faut que tu les vomisses. Je le dis parce que moi, en fait, j'ai des dons spirituels, même comme j'ai fait tout pour ne pas que ça soit très, très développé. J'ai dit à ma fille que si tu as mangé, il faut les vomir parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne va pas. Et cette nuit-là, ma fille a vomi, fait la diarrhée, horrible de chez horrible. Je laisse passer ça une semaine, une dizaine de jours. Je tombe sur votre live. C'était pas votre live en fait, c'était, je sais pas, c'est une petite histoire courte que vous avez enregistrée d'une dame qui parlait, peut-être c'était 3-5 minutes. Et par hasard, en fait, mon téléphone s'est allumé pendant ma pause au travail sur l'histoire de la fille qui parlait de... C'est une dame qui parlait d'une histoire à l'école qu'on avait empoisonné quelqu'un. Les copines étaient jalouses et puis on empoisonnait quelqu'un, des trucs comme ça, et qu'il faut faire attention, ne prenez pas les trucs des copines. Pourquoi? Parce que ma fille, elle a eu la chance d'être repérée par rapport dans des clubs de volley. En fait, elle a des opportunités et tout. Et depuis qu'elle a eu ce cadeau-là, tout devient bizarre. J'ai même reçu les coups de fil de l'école. Je dis, oh là, ça m'a fait penser à mon histoire. Et j'ai dit non, il y a une histoire là qui se répète, c'est pas normal. Je suis rentrée grâce à votre histoire, l'histoire de la dame que j'ai écoutée. Parce que je me suis dit, je connais pas l'histoire de ce truc de DMG là. Mon téléphone s'allume dessus et je prends le temps d'écouter pendant 3-4 minutes. Ça me dit réagir à la maison. J'ai pris tous les cadeaux noirs, tout et tout. J'ai sorti et suis partie, j'étais très loin. Les pipis de ma fille qu'elle faisait tous les soirs se sont arrêtés. Tout est redevenu normal, tout ce qui était bizarre est redevenu normal. Je me dis, quand il y a une histoire bizarre sur toi qui est étrange, si tu ne fais pas un travail de fond sur toi, ça peut aussi se répéter sur tes enfants. Et après, je rêve, 2 jours après, je rêve de la jeune fille noire là qui dit, ah ouais, pourquoi tu as jeté mes cadeaux quand dans ta vie tout va bien, tu peux quand même partager. Hein. J'ai halluciné. Vous vous rendez compte? Désolée si l'histoire était très longue. Je vous demande de me pardonner. À très bientôt à vous. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Moi, j'étais abaissé par la voix. Hein. La voix m'emmenait déjà très loin. Hein. Merci beaucoup. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça fait un moment. Hein. Ouais, pour ta voix seulement, c'est l'audience. Non, comment tu fais les belles vidéos là, pardon. Pardon, c'est vous, non? Oh. En tout cas, je voulais raconter une histoire. Ça fait un moment que je voulais la raconter. C'est une histoire qui m'est arrivée personnellement, ce début de mois même. Je précise déjà que je suis en France. Du coup, j'ai déménagé il y a 3 mois de cela dans une nouvelle ville. Et la ville là où je suis, en fait, il n'y a pas tous les magasins qu'il devrait avoir, c'est-à-dire H&M, des trucs comme ça, mais il y a d'autres magasins dans une autre ville qui est, on va dire, à 20 km. Du coup, je me suis rendue là-bas pour aller faire mon shopping et tout, enfin mes courses, on va dire. Donc, je suis allée, j'avais même déjà fini de faire mes courses, donc je marchais, je cherchais à m'asseoir pour boire un petit verre, histoire de
de me reposer un peu vu que j'avais un peu tourné toute la journée. Du coup, je m'assois, enfin, je marchais. Et là, il y avait une dame, une mendiante, une femme, elle était assez âgée, hein. C'était une, on va dire quoi? Comment on les appelle? Comme des Pakistanais, des trucs comme ça. Enfin, une dame arabe. Mais enfin, elle était dans la cinquantaine, on va dire par là. Elle m'a demandé de lui donner une pièce. Enfin, de lui donner, elle faisait son travail, on va dire. Du coup, j'étais là, j'ai fouillé mon sac. Je fouillais, je n'avais plus de pièces. Il me restait qu'une seule pièce de 20 centimes, je m'en souviens. Du coup, je lui ai remis. Je lui ai dit, ah, désolé, c'est tout ce qui me reste. La dame a lancé un regard. Ah, moi, j'étais choquée. Genre, comme pour dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me remets comme ça, en fait? Et bizarrement, quand je suis passée, enfin, j'ai traversé, je me suis, même moi, ça m'a un peu frustrée sur le moment. Je me suis dit, bon, c'est vrai que 20 centimes, c'est rien. Mais comme on dit, c'est le geste quand même qui compte. Parce que je n'avais pas grand-chose sur moi, en fait. Je n'avais rien sur moi, je n'avais que ma carte. J'avais pas en général, j'ai pas souvent de monnaie, mais c'est tout ce que j'avais sur moi. Du coup, je marchais, mais j'avais un pressentiment quand même en marchant, quoi. Je me disais, le regard que la dame a lancé était tellement bizarre. Ça m'a fait bizarre aussi. Donc, je marchais, j'avais ça tout le temps dans ma tête. Après, je suis rentrée chez moi. Je crois 2 jours plus tard, je fais un rêve. Et dans le rêve, mon bras droit a été cousu avec du fil noir. Mais cousu, je ne sais même pas comment expliquer. Comme si on... Cousu, tout le bras, jusqu'au niveau de la main, cousu en noir. Je me suis réveillée dans la nuit en sursaut. Mais vraiment, c'est comme si c'était vraiment réel, quoi. Je me suis réveillée en sursaut et comme je prie beaucoup, j'ai commencé à prier. J'ai même mis une émission Kanguka. J'ai mis l'émission, j'ai commencé à prier. J'ai mis une prière, une archive, une prière du samedi, comme il y a des prières de délivrance et tout. Donc j'ai mis ça, j'ai commencé à prier. Bon, sur le moment, je n'ai pas pensé directement à la dame. Je me suis endormie, j'ai réussi à m'endormir. 3 jours plus tard, je vous jure, mon bras, au niveau de l'épaule, j'ai commencé à ressentir une douleur. Mais c'était vraiment bizarre. Une douleur étrange. Je n'arrivais plus vraiment à bouger mon bras, tout ça et tout. Donc, il fallait que j'essayais de faire des mouvements et tout. C'était vraiment bizarre, quoi. J'ai remis la prière quand je me suis dit, je suis allée au travail, je suis rentrée, j'ai remis la prière. J'ai commencé à dire, je ne sais pas ce qu'il y a. Ben, je priais. La douleur s'est un peu estompée, pendant, on va dire quoi, 2 jours. Mais le 3e jour, c'est revenu. Et je vous dis tous, et depuis ce jour, je vous jure, j'ai des problèmes financiers. Moi, je ne comprends rien. Ça ne m'est jamais arrivé comme ça. Je reçois même des factures que je ne connais même pas. Je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne reconnais même pas avoir eu à faire enfin, à utiliser l'électricité de je ne sais où. Je ne me suis dit, mais moi, tous mes prélèvements se font en fin du mois. Et ça, tout passe. Et tout était passé. Mais c'est quelle facture, ça, qu'on m'envoie à 2 semaines du mois? Je ne reconnaissais pas ça. Juste qu'on me dit même non. Sinon, il y aura, comme ici, ils font des trucs on appelle ça comment? Je ne sais même plus. Enfin, que si je ne rembourse pas, l'affaire ira auprès d'un huissier de justice, tout ça et tout. Je dis, ok, c'est quoi ça? Donc, je me dis, l'affaire est bizarre. J'ai commencé à avoir vraiment des blocages financiers. C'était un truc de fou. C'est un truc de fou parce que jusqu'à maintenant, je suis encore dans le truc, en fait. Et là, je continue de prier, je lâche pas. Et il y a la semaine dernière, je dors. Je vous jure, mais vraiment, je dors. Parce que j'avais fait un travail spirituel de 3 jours. Je faisais des prières et il y a une amie qui m'avait demandé de faire des bains de sel aussi. J'ai fait des bains de sel, je faisais des prières et tout. Je vous jure, dans le rêve, j'entends une voix. Je n'ai pas vu la personne dans le rêve, mais on m'a demandé, dans le rêve, je vous jure, on me disait non. C'est la dame de... Enfin, je vais taire la ville.
c'est la dame de la ville en question, enfin, où j'ai été, à qui j'avais remis de l'argent. C'est cette dame et tout. Je vous jure, vraiment, comme si c'était réel. Et pareil, je me suis réveillée en sursaut. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, c'est là où ça me revient. Je dis, ah mince, mais là, je me suis remis encore dans la prière, à prier, à faire, à intercéder, tout ça et tout. J'ai remis Kanguka. Et la douleur, vu que j'avais toute cette douleur de bras, mais depuis que ça va faire de la semaine dernière, j'ai plus ressenti vraiment, je n'ai plus vraiment cette douleur, mais là, je ne ressens plus rien. Mais j'ai regardé hier au miroir, je me suis cognée nulle part, ni rien, mais vraiment, j'ai regardé, j'ai un bleu, mais au niveau de l'épaule en question, je ne sais pas d'où ça sort. C'est tout rouge, je ne sais pas où, on dirait je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et c'est vraiment, je raconte cette histoire pour dire aux gens, moi perso, moi je suis quelqu'un, quand je croise des mendiants et tout, j'aime bien, quand j'ai un peu d'argent sur moi, j'aime bien remettre et tout, mais je crois que c'est quelque chose que je n'aurais pas dû jusqu'à maintenant. Bon, comme la parole de Dieu dit, moi, tout ce qui est révélé est condamné. Donc, je sais que ça n'a plus d'effet, mais il faudrait vraiment faire attention, vraiment faisons gaffe à ces mendiants-là. Beaucoup sont là, même si c'est l'Europe, c'est des blancs ou quoi, mais faisons très attention parce qu'on ne connaît pas vraiment les intentions des gens. On ne sait pas, on ne connaît pas leur fond. Il faut vraiment faire attention. Ou même avant de remettre quelque chose à quelqu'un, de vraiment faire la prière dessus. Mais je n'ai vraiment pas été vigilante là-dessus. Pour une fois, pourtant d'habitude, c'est vrai que quand je remets des sous à quelqu'un, une mendiante ou quoi que ce soit, je fais quand même une prière à l'avance. Mais là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je peux dire que bon, ça va, ça va. Ça va. Je n'ai plus de douleur au bras. Et je sais que voilà, ça n'a plus d'effet. Mais faisons gaffe quand même. Voilà, c'était un peu ça mon histoire. J'ai d'autres histoires, mais bon, je reviendrai plus tard. Merci beaucoup, Shine, pour l'histoire. Il n'y a pas de quoi. Ça va. L'histoire que j'ai racontée, c'est mon histoire personnellement. Bon, ça s'est passé il y a 6 ans. Je peux dire que j'avais entre 16 et 17 ans. Et j'ai rencontré une personne par le biais d'une amie. Et cette personne, c'était un homme. Hein. Cette personne, on devait se rencontrer vu que moi, j'étais vierge. Je ne faisais pas de rapport et tout. Mais j'aimais discuter avec les hommes. Donc, pour une histoire de 15 000 francs, j'ai rencontré le monsieur, il m'a remis les 15 000 francs. Et comme on parlait dans nos conversations, on discutait beaucoup de sujets un peu pervers. Alors, lorsqu'il m'a remis les 15 000 francs... Un peu comme les filles vierges. Toutes les filles vierges aiment parler souvent des sujets pervers comme des dons. Elle parle comme si elle avait l'expérience, pourtant elle vit. Voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup... On s'est rencontrés, il m'a remis les 15 000 francs et il avait travaillé cet argent. Et moi, je lui avais fait la promesse que j'allais coucher avec lui, quoi. Ça m'a beaucoup choquée vu que depuis 6 ans... Attends, sorry, faut continuer. Donc, il t'a remis 15 000 francs et tu l'as promis que tu vas l'offrir ta virginité. Non, que j'allais coucher avec lui. Il ne savait pas que j'étais vierge, au fait. Ah. Pour lui, j'étais dans la chose quand je pratiquais déjà le sexe. Donc, lorsqu'il a remis les 15 000, je ne l'ai jamais embrassé. Il ne m'a jamais caressé ni rien. Et moi, j'ai complètement coupé les ponts avec lui. Quoi. Bon, bref, j'ai fini de l'arnaquer, un petit 15 000 et puis basta. Quoi. Le truc de jeunesse. Du coup, quelques temps après, ça allait tranquille. 1 an est passé. Et j'ai commencé à tomber malade. Je tombais régulièrement malade. Je ne comprenais pas ce que j'avais au fait. Et j'ai reçu un jour son message où il me disait « ta promesse de sexe ». Donc j'étais choquée. Je dis « ah, c'est qui ça ?» Et le numéro m'a appelé. Quelques minutes après, le numéro m'a appelé. Il a dit c'est son nom. J'ai dit « ah, quelque chose ça fait 1 an. Tu me rappelles maintenant pour ça. » Et puis tu m'envoies une menace. Et un message comme une menace, quoi. Du coup, je dis « ah, c'est trop bizarre. J'ai bloqué le numéro. » J'ai bloqué le numéro. 2 ans sont passés. Il m'a plus réécrit. Hein, c'est fini, c'est terminé. 2 ans sont passés. J'étais en formation.
à quelque part. Voilà, je passais une formation. Et j'étais là un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Le numéro me dit que tu es en formation dans tel lieu. Et il a dit son nom. Lorsqu'il a dit son nom, j'étais choquée, j'ai coupé. Il m'envoie des messages comme quoi tu m'as promis le sexe, tu dois me donner, tu dois me donner. Voilà, voilà, voilà. Je dis que c'est quoi ça, c'est trop bizarre. Je lui ai dit non, que je ne suis pas dans ça, voilà, voilà, que je ne suis plus dans ça, c'est passé, ça fait des années. Il me dit non, que lui laisse pas. Et moi, j'ai coupé l'appel. J'ai coupé, j'ai bloqué le numéro encore. Je faisais ma formation, je tombais malade. Donc, quand je suis revenue à la maison, en famille, j'ai expliqué à ma maman et on allait voir un prophète. C'est là qu'il va me dire que j'ai pris de l'argent, 15 000 francs d'un monsieur, d'un homme âgé en fait, et il a travaillé cet argent. Donc, on a prié, il a fait tout ce qu'il devait faire, des trucs de délivrance et tout. Ça allait. Donc, récemment, cette année, le monsieur, il m'a envoyé un message. Il m'envoie cette année. Ça fait même pas, ça me dit, ça fait 2 semaines, 3 semaines comme ça. Il m'envoie un message, me saluer. Et il me demande, t'es où? À chaque fois, t'es où? Je dis, mais c'est qui? Et il dit, je vais t'appeler, décroche. Donc, je prends l'appel. Il me dit, ça fait longtemps que c'est un ami de longue date. J'ai ton numéro en tête, au fait. Donc, je m'étais trompée si les 2 derniers chiffres, c'est Annabelle. Moi, je doutais, au fait. Tu vois, je m'étais dit que c'était un ami que je connaissais. Voilà, il veut me faire une blague. Donc, j'ai dit, si c'est pour me faire une blague, c'est Annabelle, je suis au travail, donc ne me fatigue pas. Donc, comme ça, il m'a dit son nom. Dès qu'il a dit son nom, mon cœur s'est coupé en même temps. Mais j'ai dit, cette histoire, c'est terminé, non? Pourquoi ce numéro, il me rappelle, ce monsieur me rappelle seulement? Donc, j'étais là comme ça, j'ai appelé directement ma maman, elle me dit non, qu'il faut le confronter, que c'est pas à cause d'une histoire de 15 000 francs qu'il va te tourner après. Qu'est-ce qu'il recherche en voulant coucher avec toi? Il a pris son argent, c'est pour ça. Donc, il me demande t'es où? Je lui ai dit que j'allais déménager, que je ne suis plus en famille, voilà. Mais comme c'est en famille, tu connais, alors viens chez moi en famille. Il vient. Lorsqu'il vient, quelques jours après, il vient et il me regarde et tout. Je lui dis, face to face, que tu m'as travaillé, tu as fait ceci, cela. Et il me dit, il est en train de nier les faits, voilà, je n'ai rien fait et tout. Je lui dis que non, j'ai déjà tout vu, on a tout vérifié et tout. En plus, ce monsieur, il est malien. Mais il est malien. Désolé, hein. C'est pas pour dénigrer, mais lui, ce malien-là, il a fini avec les rouées de maraboutage et fétichisme et tout. Donc, j'avais peur de le regarder et tout. Mais quand j'avais prié et puis j'avais tellement foi en moi. Et voilà ce qu'il va me dire. Je n'ai pas rencontré ça à quelqu'un, hein, c'était personnel. Il me dit qu'il a fait, mais il voulait me voir d'abord. Il sait que j'ai fait, je suis partie, j'ai prié et tout. Mais il voulait me voir pour me dire que les 15 000 francs qu'il m'a donné, c'est parce que je lui ai promis le sexe et que depuis 6 ans, il me guettait. C'est pour ça qu'il a fait. Il a l'argent pour... Mais moi, je savais que ce n'était pas pour ça. Et avant de partir, il m'a demandé pardon. Il voulait me remettre un billet de 10 000, 5 000 et puis un billet de 1 000 francs et 500. Il me dit que c'est ce qu'on lui a dit de faire personnellement. Je lui ai dit que non, que moi je ne prends pas. Et il m'a regardé avec une colère. Il m'a dit, je me suis déplacée. Je te remets de l'argent. Je te dis que c'est fini. Cette histoire de sexe, je ne pense plus à ça. C'est fini. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je lui ai dit, bon, ça va, je n'ai plus besoin de ton argent et tout. Et il est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer à la maison. Je rentre à la maison, je fais une prière. Et puis, je lui envoie un message. Il me dit, non, je vais te bloquer. C'est bon. C'est que je voulais faire avec toi depuis 6 ans. Tu ne veux pas et tout. Et de son dernier message, je n'ai plus répondu à ça parce qu'on m'a dit de ne plus répondre. Donc, c'était un peu ça. Pour une histoire de 15 000 francs, je tombais régulièrement malade, des maladies un peu bizarres. On fait des examens, on ne trouve pas et tout, à cause de ce monsieur. Et j'ai
Une toute courte histoire, voilà. Parce que j'ai gardé ça longtemps et je veux me libérer de ça en fait. J'étais à la maison un jour, j'avais mon neveu, on était au salon. Il y avait des nounous qu'on mettait comme décoration. Et moi et lui, on a vu un serpent. Voilà. Lorsqu'on a vu le serpent, il a crié serpent. Moi, j'ai fui au fait. Tu vois, non. Et 3 jours après, ou 4 jours, il est décédé. Donc, je ne sais pas si c'est lié au serpent qu'on a vu nous deux. Mais je n'ai pas dit ça à quelqu'un, en fait. Parce que moi, j'ai peur. Je me dis que c'est de ma faute, j'aurais dû dire. Et là, je me rends compte que dans ma famille, côté maman, ils adoraient les pitons, les histoires de serpents et tout. Donc, j'aimerais savoir si c'est un lien avec son décès et tout. Je n'ai pas encore parlé de ça en famille. Voilà, c'est la première fois que j'en parle. Donc, je ne sais pas si c'est lié à ça, au serpent qu'on a vu tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Je vais très bien, merci. Ok, Dieu merci. La dernière fois, je n'ai même pas terminé mon histoire. Je sais pas si c'est la connexion qui a dérangé chez moi. Mais c'est pas bien grave. Ok. Aujourd'hui, je viens avec une autre histoire. C'est l'histoire d'une de mes tantes. Je peux dire une de mes tantes, c'est une amie à ma mère. Voilà. Donc, elle est d'origine camerounaise. Donc, elle est allée au Cameroun pour rencontrer la famille et tout. Comme ça faisait longtemps, elle vit au Gabon. Du coup, elle allait faire une visite de courtoisie au Cameroun. Et elle allait dans son village. Voici comment, quand elle allait dans son village, elle a amené des présents et tout. Elle a commencé à distribuer aux gens. Elle a commencé à partager aux gens du village et tout. Donc, parmi les gens qu'elle a partagé, il y avait une maman, une vieille maman du village comme ça, qu'elle a aussi partagé des présents et tout. Donc, durant son séjour, elle s'apprête à revenir au Gabon. C'est comme ça qu'elle a commencé à se sentir mal. Elle a commencé à se sentir mal. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait. Elle tombait tout le temps malade, tout le temps malade, tout le temps malade. Voici comment elle a commencé à faire des rêves. Dans le rêve, une personne venait dans le rêve dire « Pourquoi est-ce que tu as donné le cadeau à ma mère? Pourquoi est-ce que tu as donné le cadeau à ma mère ?» Elle ne savait pas qui c'était. Ça lui faisait comme si elle rêvait en fait. Comme si elle rêvait. Quand elle se réveille, elle a l'impression que c'était réel, mais elle sait que c'est un rêve. À chaque fois que c'était comme ça. Voici comment elle a essayé de se rapprocher des gens, essayer un peu d'expliquer ce qu'elle vivait en fait. Ça n'allait toujours pas. Les gens lui disaient que non, c'est sûr que peut-être quelqu'un t'a jeté un sort. Voici comment elle allait voir un caddie thérapeute, un truc comme ça, des gens qui ont un cas de Dieu, comme on dit souvent. La personne lui fait comprendre que non, tu as donné un cadeau à une maman, c'est sa fille qui est contre le fait que tu es venu le cadeau à sa mère. C'est comme si tu voulais montrer que c'est toi qui as de l'argent, bien qui veut te faire voir face aux gens. Donc, c'est par rapport au cadeau que tu as remis, que cette dernière t'a mangé en fait. Par rapport au cadeau que tu as donné. Je vous assure qu'elle a été malade. Elle n'est plus jamais revenue au Gabon jusqu'à ce qu'elle est morte. Donc, c'est un peu ça. Dans la morale de cette histoire, c'est pour dire, il y a des fois, c'est bien de faire le bien autour de soi, mais vraiment, il faut parfois essayer de calculer à qui on fait du bien. Parce que parfois, des gens veulent leur faire du bien. Eux, en retour, ils nous rendent du mal. Donc, c'est un peu ça. C'était ça mon histoire. Merci beaucoup au phare pour l'histoire. Bon, en fait, moi, je te suis depuis, on va dire, pratiquement plus d'1 an maintenant. Voilà, et vraiment, il faut pas, sans te mentir, j'aime bien ce que tu fais, voilà, les histoires mystiques et tout ça. Merci. Voilà. Personnellement, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter. Voilà, si j'ai voulu être en live avec toi, c'est pour apporter un peu plus d'éclaircie sur un certain nombre de choses. En fait, c'est-à-dire depuis que tu fais tes vidéos là,
quand les personnes ont des histoires à raconter pardon, sur la rose croix, on constate que ce ne sont que des histoires négatives. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu as des histoires positives de la rose croix. En fait, la rose croix n'est pas que dans la négativité. La rose croix sauve, la rose croix aide. Il y a plein de choses. En fait, moi, je suis rosicrucien depuis pratiquement 10 ans maintenant. Donc tu es de la rose croix alors. Exactement. Ok. Et très sincèrement, je ne veux pas te mentir. Il y a des personnes qui vont te donner des histoires négatives et tout ça. Mais moi, je ne veux pas donner d'histoires négatives parce que je sais ce que la rose croix a fait pour moi. Ça, c'est un. Et je connais aussi même des amis, qu'ils soient chrétiens ou d'autres religions, qui sont passés par là face à des situations que vraiment ils ont traversées avec beaucoup de difficultés, surtout des situations mystiques. J'ai le cas Bon, même de... maintenant, je Oui, ne vas-y. vais pas te couper, désolé si je te coupe. Tu sais, quand quelqu'un partage son témoignage, il ne peut que raconter son expérience personnelle. C'est-à-dire que tu peux avoir ton expérience à toi et Je moi, vois. j'aurai mon expérience à moi. Donc, si Je moi, vois. mon expérience est négative, je raconte ça, je ne vois pas le mal. Parce que même dans les églises, chacun a son expérience négative. Donc, on va te dire, par exemple, je suis là à l'église là-bas, et puis on m'a fait asseoir derrière, pendant qu'on a fait celui qui avait l'argent devant. Là, c'est mon expérience négative. Ça ne veut pas dire que l'église, là, il n'y a pas de bons témoignages là-bas. Donc, chacun aura son témoignage. Il ne faut pas prendre mal les témoignages des autres, parce que c'est Non, leur expérience qu'ils ont vécue. pas que je prends mal, mais en fait, ça me fait bizarre de voir que cette image, l'image de la rose croix est salie partout en fait. Donc, depuis longtemps, je te demandais, oh, depuis longtemps, je te demandais, je te demandais, pardon, comment là, d'entrer en contact avec toi pour pouvoir voir, je sais pas, échanger un peu sur les aspects de la rose croix. Parce que j'ai l'impression que plus il y a d'ombre sur un certain nombre de choses, plus les gens ont peur de cette chose-là. Voilà. Et en fait, ça, c'est le côté qu'on reproche à la rose croix, c'est qu'ils mettent beaucoup de mystère sur un certain nombre de choses. Alors qu'en réalité, ils ne devraient pas. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, en Ok, fait, j'avais demandé à entrer en contact avec toi-même pour pouvoir échanger, voilà, pour pouvoir démystifier un certain nombre de choses, si possible, hein, voilà, dans la mesure du possible. Je sais pas si ok, si tu me comprends. je vois. Euh, tu as le numéro WhatsApp des histoires là? Pas vraiment. Je vois, bon, en tout cas, dans les histoires, je vois le numéro passer. Voilà, justement, écris-moi là-bas, ça va être facile comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est compris. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup, frère. Merci à toi. Ça commence fort, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire monter en revenant, hein. Ok. Bonsoir, Jora Shérif. L'autre live où la fille dit que, pardon, j'ai envie de monter raconter l'histoire quand j'étais encore en vie. Pardon. Les revenants, moi je ne suis pas là pour écouter vos histoires directement, pardon. On écoute les histoires des gens qui sont encore vivants ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hey, calmez-vous un peu. Hey, les royaumes des morts là. Allez, faites le vôtre direct là-bas dans les royaumes des morts, au cimetière, pardon, moi je suis pas mort là. Hey, tu me dis carrément que tu veux raconter l'histoire de quand tu es encore en vie. Mais mon frère, c'est comment? Moi je suis encore en vie. Hein. Hey. C'est la première fois que je vais raconter une histoire ici, là. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu indulgents. D'accord, on est indulgents. C'est l'histoire du décès de la maman d'une amie il y a 7 ans. Parce que j'étais enceinte de ma fille. Elle est décédée ici. Cette histoire s'est passée au Gabon. Elle vivait avec son mari et ses enfants. Je crois qu'elle a fait 7 gosses avec le monsieur. Et pendant qu'il vivait, le petit frère de son mari est venu déposer sa fille, étant jeune, chez eux. Parce que le petit frère de son mari était au village et lui, il était ici en ville. Il était un peu bien aisé et tout. Donc, comme son petit frère n'avait pas les moyens pour mettre sa fille à l'école, il a décidé de donner sa fille à son grand frère.
Du coup, le monsieur et sa femme ont gardé la fille en question, donc la nièce. Ils ont payé ses études, elle a eu le brevet d'études, elle a eu le bac, elle allait à l'université. C'est son oncle qui a financé. Elle a fait des longues études jusqu'à ce qu'elle est devenue juge à Libreville. Les papas étaient très fiers et tout. Et après, elle a rencontré un monsieur qui l'a demandé en mariage. Du coup, puisque c'est le grand frère de son papa qui l'a élevé ici à Libreville, elle a décidé que son mariage coutumier devait se faire à Libreville, chez le papa qui l'a élevé, donc chez le grand frère de son père. Le papa était d'accord, l'oncle était d'accord, son père aussi au village était soi-disant d'accord. Il est monté sur Libreville avec sa femme, ils ont amené un mouton noir pour la cérémonie. Donc, le grand frère a reçu son petit frère et sa femme chez lui. Lui aussi, il est avec sa femme et ses enfants. Et l'une des filles de la dame est ma meilleure amie. C'est mon amie jusqu'à aujourd'hui. Et on habitait dans le même quartier. Du coup, la cérémonie s'est bien passée. Ils ont organisé le mariage de la nièce. Les beaux-parents ont donné la dot et tout. Donc, ils ont gardé. Le lendemain de la cérémonie de la dot, il fallait maintenant qu'on partage les biens, ce que les beaux-parents ont apporté, l'argent et tout. Ils ont commencé à faire le partage. Le grand frère a dit à son petit frère que bon, comme c'est ta fille, fais le partage. Le petit frère a dit non, c'est ta fille, comment tu peux dire des trucs comme ça et tout, fais le partage que tu vas faire, moi, ça va m'arranger. Le grand frère a dit ok, il a fait le partage égal, il a partagé, et puis ils se sont partagés des choses. Mais le petit frère était un peu, genre comme s'il était frustré et tout. Je sais pas ce qui s'est passé exactement parce que j'ai jamais su le but de la discussion. C'est comme ça que le petit frère a commencé à se chamailler avec la mère de ma copine, donc la femme de son grand frère. Ils ont commencé à se chamailler et tout, ils se chamaillaient. Après, il dit à la femme du grand frère que oui, tu vas voir ce que je veux te faire, continue. Il a genre menacé la femme de son grand frère. Après, ils ont dormi. Dans la nuit, ils étaient au salon. Le monsieur était dans la chambre. Le beau-frère était dans la chambre. La femme de son grand frère et son grand frère étaient au salon. C'est comme ça que la femme de son grand frère a commencé à crier. Genre, elle s'est levée. Elle a fait une crise. Elle a juste crié. Ah! Après, elle est tombée. Le mari se lève. La femme était inconsciente et tout. Elle convulsait. Elle bougeait. C'est comme ça que le monsieur prend sa femme. Il emmène la femme à l'hôpital. Son petit frère, ils emmènent la femme à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit non, la dame est décédée. Ah, les gens ne comprenaient pas. Pourquoi, comment, elle n'était pas malade, rien. Le médecin dit, ah, bon, je ne sais pas, en tout cas, vous m'avez emmené quelqu'un qui est déjà décédé. Aussitôt, elle est morte, puisque, à part ici, elle était morte à l'hôpital général. Ici, quand quelqu'un meurt, soit c'est l'hôpital qui appelle les pompes funèbres ou c'est quelqu'un de la famille. Du coup, ils appellent les pompes funèbres. Aussitôt, ils prennent le corps de la dame. Le monsieur, le petit frère du monsieur, prend le corps de sa belle-sœur. Il part déposer à la morgue. Il ne dit à personne. Le papa déjà, le monsieur, le mari, donc le père de ma copine, sous le choc qu'on annonce que sa femme est morte, elle n'était pas malade, elle n'a pas eu des crises ou quoi que ce soit. Donc, il était sur le choc, il ne savait pas ce qui s'est passé. Donc, le monsieur, sans appeler même les enfants, sans appeler la famille et tout, il a directement pris le corps de la dame, il allait le déposer à la morgue. C'est comme ça, ils sont rentrés à la maison, tout le monde était sous le choc. Ma copine, elle n'habitait pas avec sa mère, elle vivait déjà avec son petit ami. À 1h, 2h, elle voit les appels de ses petites soeurs et tout.
Elle ne décroche pas. Elle se dit que bon, comment ils vont m'appeler à l'heure là? Peut-être que papa et maman sont en train de se disputer et tout, ils veulent me déranger. Donc, elle se disait que comme ils avaient pour habitude de se disputer, elle se dit que peut-être que les parents se disputaient encore. Maintenant, elle voit que les appels insistent. 3 heures, 3 heures, 4 heures. Elle décroche. C'est quand elle décroche que on annonce la mère de sa mère. Elle ne revient pas. Elle dit non, moi j'étais aujourd'hui avec maman. On a parlé, on a mangé. Elle m'a même dit qu'elle s'est disputée avec son beau-frère et tout. Maman ne peut pas mourir comme ça. Elle n'était pas malade. Donc c'est comme ça. La nuit, comme elle n'était pas trop loin de là où ses parents habitaient, elle est partie. Je vais arrêter de lire les messages. Donc, du coup, c'est comme ça qu'elle est partie. Quand elle arrive chez ses parents, effectivement, on l'annonce que sa mère est décédée. Elle était choquée, elle ne comprenait pas. Maman est décédée comment? Dans la journée, j'étais ici, elle a préparé, elle a fait malaise. Oh non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est décédée. On dit que non, elle est décédée. On l'a menée à l'hôpital. À l'hôpital, on nous a dit qu'elle est déjà décédée. Donc, et tonton a pris le corps, il l'a mené à la mort. La fille se fâche pour dire que non, mais comment vous pouvez mener le corps de maman et tout? On ne sait pas ce qui s'est passé. Déjà, à peine elle est morte, elle ne fait même pas encore 3 heures ou 4 heures de temps. Vous l'avez déjà emmenée à la morgue et tout. Donc, bouge un peu ta main du micro. Tu as mis la main sur ton micro là. Pardon. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Donc, après, le matin, on dormait. Mon téléphone sonnait, m'appelle. Oh, ma mère est décédée et tout. On était tous choqués. Nous sommes allés là-bas. Arrivés là-bas, les gens pleuraient et tout. Le monsieur était là, il était encore traumatisé pour la mort de sa femme, donc il n'arrivait pas à parler, il ne bougeait pas, il regardait les gens. Il était son petit frère, donc son beau-frère, il était là, c'est lui qui était avec les gens. Oh, je ne sais pas, c'est comme ça que les parents de la femme sont arrivés, ils ont posé la question au monsieur que, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Notre fille n'était pas malade, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué que moi je comprends pas, on était au salon en train de regarder la télé. À 20h, 21h, du coup, elle a lancé un cri. Elle est tombée. Elle a commencé à convulser. Et quand on l'a menée à l'hôpital, on nous a dit qu'elle était déjà décédée. Donc, même moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas ce que je veux vous dire, vous donner comme raison. La raison de son décès et tout. Bon, comme chez nous ici, on fait souvent que quand quelqu'un meurt, je pense que ça se fait un peu partout dans les pays africains. Il y a la veillée, les gens dorment au salon, on met les matelas au salon et tout. Les gens dorment là. Donc, on a décidé de dormir là. Moi, comme c'était ma meilleure amie, je dis, bon, je vais dormir. On a dormi. J'étais enceinte. J'avais peut-être 7 ou 8 mois. On dort à peut-être 1h, 2h du matin. On écoute la dame pleurer dehors. La dame décédée. Elle pleure. Moi, j'ai écouté la femme la pleurer dehors. Tout le monde. On s'est réveillé. On n'a même pas dormi la nuit là. Elle a commencé à pleurer. Oh, je veux mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as fait ça? Elle commençait à parler en langue. Je veux voir mes enfants parce que la dame avait laissé les enfants à bas âge. L'aînée, c'était ma meilleure amie. Je veux voir mes enfants. Donc, elle citait le nom des enfants. Les gens étaient choqués. On avait peur. Les gens commençaient à prier. Les gens commençaient à chanter. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde qui connaissait la dame en question savait que même sa fille savait que ça, c'est sa mère qui est en train de pleurer dehors. Les gens avaient peur de sortir. Elle a commencé à pleurer. Oh, je veux voir mes enfants. Je veux voir mes enfants. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Si tu es venu pour prendre ton frère, et pourquoi tu es passé par moi? Il fallait prendre ton frère et tout. Le monsieur, le petit frère de son mari, a commencé à paniquer dans la maison. Et quand les enfants de la femme ont écouté leur mère pleurer, les gens n'en revenaient pas. Les gens n'ont pas dormi. Ils ont attrapé le monsieur que tu dois nous dire, tu dois nous expliquer pourquoi il y a quelqu'un qui pleure dehors avec la voix de maman et qui explique que oh, c'est pas moi qui devais mourir, tu devais tuer ton frère et tout. Tu es le seul ici qui est le frère de notre père. Donc, c'est qu'il s'agit de toi. On n'a pas dormi. Elle a pleuré, 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 pleuré. Après, elle est partie. On a dormi peut-être au petit matin vers les 4 heures.
On est resté le matin, je me suis levée, je suis allée à la maison, j'ai expliqué à maman. Maman m'a dit non, une femme enceinte ne part pas dormir dans le décès, donc il ne faut plus partir et tout. Dans la journée, puisque tout le monde a trouvé que c'était bizarre, ils sont allés chez un charlatan, ils sont allés chercher un charlatan. Le charlatan est arrivé. Le charlatan dit que, ben, la dame en question, pourquoi vous l'avez vite emmenée à la morgue? Si vous ne l'avez pas emmenée à la morgue, urgemment là, la nuit, si vous m'avez appelé, moi je devais faire une incantation. La dame là devait revenir parce que quand elle est morte, son corps était encore à côté. Son esprit plutôt était encore à côté de son corps. Donc elle était capable de revenir. Elle voulait même revenir sur son corps. Mais c'est la personne qui lui a tué qui est venue avec un fantôme. Donc le fantôme c'était le mouton noir. Le petit frère de son mari est venu avec un mouton noir. Donc le mouton noir là c'était un fantôme. Il a attaché le mouton noir à côté de la maison. Du coup, le charlatan dit, il y a un monsieur ici qui est venu avec un mouton noir pour la dot de sa fille. Le monsieur est fâché parce que sa fille a décidé d'organiser le mariage chez son grand frère. Donc, quand il est venu avec le mouton, il a dit au mouton, en tout cas le fantôme, il est venu avec le fantôme. Il a dit au fantôme que tu tues soit mon grand frère, soit sa femme. En tout cas, les deux personnes que tu vas réussir à avoir, tu les tues. C'est comme ça que le monsieur en question a commencé à paniquer. Non, moi je connais pas ça. Moi j'ai emmené le mouton. C'était pour la dot. Les gens ont dit que mais si tu as emmené le mouton et que c'était pour la dot, pourquoi tu n'as pas remis le mouton à la belle famille? Le mouton est resté là. Et après, quand la dame est morte, même quand ils sont revenus, ils n'ont plus retrouvé le mouton. Le mouton n'était plus attaché. Genre, comme si quelqu'un a détaché le mouton s'est enfoui. Ils n'ont pas retrouvé le mouton. Donc, c'est comme ça que il a commencé à paniquer. Non, moi je connais pas ça. Tous les enfants de la dame l'ont attrapé. Ses soeurs, ses tantes l'ont attrapé. Que non, tu dois être là. Tu dois écouter l'histoire jusqu'à la fin. Parce que tu es le seul qui est arrivé ici avec le mouton. Et tu es le seul frère du monsieur, du mari de la dame. Donc, tu dois nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Le charlatan a parlé devant le monsieur. Oui, monsieur, c'est vous. Vous êtes venu parce que vous êtes fâché. Vous êtes fâché parce que votre fille a décidé de célébrer la dot chez son oncle. Vous avez fait semblant, vous êtes venu avec le mouton et le fantôme plutôt. Le fantôme a tué sur la dame. Et comme vous avez vu l'esprit de la femme et que vous ne pouvez pas attraper l'esprit de la femme, vous êtes vite allé déposer le corps à la morgue. Et maintenant, l'esprit de la femme est là. L'esprit de la femme va vous hanter. Tout le monde avait peur. Au moment même pendant la journée qu'ils étaient en train de parler, le charlatan, il y avait genre une réunion. En tout cas, tout le quartier était. Il y avait les gens, tout le quartier était. Le charlatan dit que mais la dame est même là. Elle est derrière la maison, elle est assise, elle vous observe, elle vous voit, elle vous regarde et tout. Mais le monsieur, il n'arrive pas à attraper l'esprit parce que la dame a un esprit fort. Donc il est là, il a du mal, il n'arrive pas à attraper l'esprit de la dame. Et là, ce n'est que le début, elle va vous déranger. Et c'est ce qui s'était passé DMJ. La journée, bon, vu qu'elle pleurait, elle voulait ses enfants, elle avait mal, elle disait que non, je suis la seule, je m'occupe de mes enfants seule, j'ai fait mon manioc parce que c'était une commerçante. J'ai fait mon manioc. Maintenant que je suis décédée, mon mari ne travaille pas, qui va s'occuper de mes enfants que j'ai laissés en bas âge. C'est comme ça que les parents ont décidé de prendre tous les enfants, aller les laisser chez des parents un peu loin. Pendant qu'ils sont en train de marcher, la tante et les enfants pour aller déposer les enfants dans un autre quartier, une de ses filles qui avait peut-être 16 ans ou 17 ans est en train de marcher. Elle est debout, elle marche. Après, elle tombe. Les autres là essayent de bousculer. Elle tombe, elle ne se lève pas. Elle est juste en train de pleurer, les yeux fermés. On bouscule, elle ne se réveille pas. On l'amène chez le charlatan. Le charlatan dit que mais c'est sa mère. Sa mère veut genre la prendre et tout. C'est comme ça que les gens commencent à faire le pasteur. Le charlatan dit on va faire une veillée pour couper les liens. C'est la pause. Non, tu peux continuer, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Donc, le charlatan a fait une veillée pour couper les liens.
Donc, ils ont fait la veille toute la nuit. C'est comme ça que la jeune fille s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, elle dit oui, pendant qu'on était en train de marcher, j'ai vu maman devant nous. Je l'ai vue par l'arrière. Du coup, elle était devant, nous, on était derrière, elle était devant. Je suis tombée, elle me disait, allons, allons, je refusais. Et voilà, poupée, je suis tombée et tout. C'est comme ça que la dame a commencé à se manifester. Et les gens qui ne savaient pas qu'elle est décédée la voyaient un peu de partout pendant que son corps était encore à la mort. Et c'est comme ça que les parents de ma copine ont décidé de porter plainte parce que ici, à Libreville, quand un charlatan est certifié au niveau du tribunal qui peut exercer, donc il a droit à l'écoute ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc les parents de ma copine ont décidé de porter plainte contre le monsieur. On l'a attrapé, la PJ est venue, on l'a attrapé. Je crois que cette histoire est même sortie à l'Union, hein, dans la presse ici au Gabon. Ils ont attrapé le monsieur. Avant ça, d'abord, le monsieur a avoué parce qu'on l'a torturé. La famille a fait pression sur lui. Il a dit oui, effectivement, j'étais fâchée, j'avais la haine parce que ma fille est venue faire la dot frère pendant que moi je suis son père et tout. Donc, vraiment, j'étais fâchée. Sa femme a fui. Quand il a avoué, sa femme a fui. Elle est partie. On a attrapé le monsieur. On avait même d'abord attrapé le papa de ma copine aussi. Mais après, on l'a libéré quand le monsieur a avoué. Parce qu'on se disait qu'il était en complicité avec son frère pour tuer sa femme. On l'a libéré. On l'a libéré. On est allé au tribunal. On l'a jugé. On l'a condamné. Il est allé en prison. Je crois que jusqu'aujourd'hui, il est encore en prison. Et la dame, on l'a enterré. Après, quand il allait en prison, je pense qu'ils ont fait une cérémonie pour couper les liens, pour qu'on n'écoute plus la dame en question venue pleurer derrière la maison. Et c'était ça ma petite histoire. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. C'était une très bonne histoire, mais tu as donné trop de détails et je n'ai pas seulement voulu te couper. En même temps, tu parles, désolé. Ça fait l'histoire peut être une très bonne histoire, mais quand tu parles et tu ris, ça ne donne pas le poids à l'histoire. Je propose que tu racontes encore l'histoire sur le numéro WhatsApp là. Si ce que tu as sur le numéro là, tu peux envoyer ça comme ça, on va reposter sur Facebook et tout. Oui, je n'ai pas le numéro, mais c'est à cause des commentaires en fait. Dans les vidéos de YouTube là, tu vas voir le numéro. Ok, d'accord. Tu es abonné à la page YouTube? Oui, je pense. Je sais pas, DMG TV sur YouTube. Regarde seulement là-bas, tu vas voir le numéro là. Merci beaucoup. Dans les commentaires. Ah, on est là, toujours connecté. Par rapport à tes cheveux, je voulais te dire que n'écoute pas les gens. Hein. Ta coupe te va très bien. N'écoute pas les gens. Et puis, en plus de ça, au moins, c'est différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Donc, garde tes cheveux comme ça. D'accord. Ok. Bon, aujourd'hui, je veux raconter une histoire que ma copine a vécue. Et moi, en fait, si je suis au courant de l'histoire, c'est parce que j'avais reçu un message en catastrophe concernant l'histoire. Donc, ça se passe ici au Gabon, à Libreville, au quartier à Kanda. Avant qu'on ne mette le stade de l'amitié. Avant, c'était c'était pas vraiment habité, c'était pas fréquenté en tant que tel. Les gens marchaient dans les pistes et tout et tout. Donc, ma copine, un soir, je suis à la maison. À l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones comme on a aujourd'hui. C'était le BlackBerry qui régnait. Je reçois un message d'elle qui disait, je ne vais pas donner mon... Bon, en tout cas, tout le monde connaît mon prénom de toute façon. Donc, le message disait, écoute, si jamais je suis portée disparue, ou alors si tu apprends qu'on a trouvé mon corps quelque part, qu'il n'y a plus les organes dessus, ne cherche pas trop loin, va à telle adresse, chez tel monsieur. Parce que je suis en ce moment avec lui dans la voiture. J'ai tic d'abord. Et il était 23h. Je n'avais pas de crédit. Les boutiquiers étaient loin, donc je ne pouvais même pas dire que je vais biper, peut-être qu'elle va me rappeler ou bien essayer. J'ai demandé à mon grand frère s'il avait un peu de crédit. Lui aussi, il n'avait presque rien. Mais le peu qu'il avait pouvait permettre à ce qu'on fasse sonner le téléphone.
Au moins, ne serait-ce que pour qu'elle dise allô et qu'elle nous dise exactement là où elle est. Donc, on lance l'appel avec le téléphone de mon grand frère. Ça a sonné. On a appelé plus de 7 à 8 fois. La fille ne décrochait pas. J'ai paniqué maintenant. J'ai dit là, c'est sûr que c'est fini pour elle. Maintenant, mon grand frère me dit que non, attends d'abord demain. Peut-être qu'on aura d'autres nouvelles demain. Je n'avais même pas dormi. Maintenant, le lendemain, 6 heures, je me réveille. Je cours au carrefour. Il faut que je mette le crédit pour que j'essaie d'appeler le numéro de ma copine. Quand je m'en vais, j'appelle encore, toujours pareil, pas de réponse. Je commence à paniquer, je pleurais même déjà. Les gens qui me croisent me demandent, mais c'est comment tu pleures? Je leur raconte que là, hier, j'ai reçu un message de ma copine et là, depuis là, je ne fais qu'appeler, elle ne me répond pas, je ne sais pas ce qui se passe. Ensuite, vers midi, j'ai la voix qui descend. J'ai la voix qui descend vers chez moi. Maintenant, je cours vers elle pour aller la croiser. Quand je le croise comme ça, je dis, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis hier, tu m'as envoyé le message. Maintenant, j'essaie de t'appeler. Tu n'as pas vu plusieurs messages, numéros qui t'ont appelé. Elle dit que le téléphone n'est pas avec elle. J'ai dit, mais ton téléphone, j'ai laissé le téléphone en catastrophe en descendant de la voiture. Asseyons-nous, je vais te raconter. Maintenant, quand on s'assoit comme ça là, à la terrasse chez moi, elle me dit, je sors avec le monsieur depuis pratiquement 1 mois. Et le monsieur m'a fait miroiter un travail. Parce que j'ai envie de travailler comme réceptionniste dans les grands hôtels de Libreville ici. Elle voulait travailler à l'Étoile d'Or qui est là au niveau du péage avant l'aéroport. Donc elle voulait travailler là-bas et le monsieur a dit qu'il avait des contacts et il pouvait lui mettre en relation pour qu'elle puisse trouver le travail là-bas. Elle voulait être réceptionniste ou à défaut de ça, elle voulait travailler comme femme de chambre. C'est quand même bien payé. Maintenant, le monsieur a commencé à lui draguer, les deux ont commencé à se fréquenter. Maintenant, la première fois, elle me dit que non. La première fois, quand il m'avait amené manger à un restaurant derrière le marché du PK8, ce qui s'est passé là-bas aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais je suis tellement têtue que j'ai voulu insister. Parce qu'il m'a fait miroiter les grandes sommes d'argent, qu'il devait me donner un bon travail et tout et tout. Donc, elle me raconte que quand ils sont arrivés, il y avait un restaurant. Je ne sais pas si le restaurant existe toujours parce que le marché là a été cassé. Donc, il y avait un restaurant derrière le marché du PK8. C'était un genre de restaurant, quand tu arrives dehors, c'est comme un restaurant. Mais il y avait une porte où c'était pas tout le monde qui pouvait rentrer. Les gens qui rentraient et qui sortaient, c'était des personnes, tu sens que quand tu regardes la personne, c'est quelqu'un qui est vraiment haut placé. C'est quelqu'un qui a les moyens. Donc, le monsieur lui fait asseoir dehors que non, assieds-toi, commande tout ce que tu veux, j'arrive. Le monsieur rentre à l'intérieur et quand le monsieur ressort, le monsieur sort avec un document où il y avait seulement 3 papiers agrafés. Maintenant, sur la première feuille, parlait de la biographie de la fille. Donc, elle devait faire toute sa biographie. Elle devait dire son nom, son prénom, là où elle est née, son âge, en tout cas, tout ce qui lui concerne. Maintenant, dans la deuxième feuille, elle devait aligner 9 noms. Et c'est les 9 noms et prénoms, là, c'était les personnes qu'elle déteste. Depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui ne lui font pas envie, les personnes qu'elle n'aime pas voir et tout. Ça peut être des copines, les membres de la famille. Elle devait aligner. Maintenant, la troisième feuille concernait 5 noms des personnes qu'elle aimait les plus au monde. Maintenant, elle me fait comprendre que, avant de remplir, elle a d'abord réfléchi que, ça c'est quel genre d'entretien d'embauche où on me demande les noms des personnes que je déteste ou les noms des personnes que j'aime. Ça n'a pas de sens. Le monsieur ressort. Le monsieur lui demande, tu as déjà écrit, tu as rempli, tu as signé. Elle répond que non, je n'ai encore rien fait, je veux que tu m'expliques. C'est quoi? Le monsieur dit non, mais c'est l'entretien d'embauche dont je te parlais. Il faut que tu remplisses tout ça là. Tu ne veux plus travailler comme tu disais. Et elle dit si, mais je veux travailler, mais qu'est-ce que les noms des personnes que je déteste a à y voir avec le travail que je dois faire? Il a dit fais seulement, arrête de bouder, fais seulement, je te laisse encore 5 minutes. Quand je reviens, il faudrait que tu allais à remplir ça. Elle a dit ok, d'accord, va, je vais remplir. Il est retourné à l'intérieur. Ma copine me dit que dès que le monsieur est rentré, la porte s'est refermée derrière lui. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est partie. Elle a pris le taxi. Elle dit que heureusement qu'elle avait un peu de l'argent sur elle. Elle a fait taxi course pour arriver chez elle. Maintenant, quand elle arrive chez elle, le gars a quand même fait silence de 2 semaines. Il est venu lui chercher encore, l'envoyer les messages, chérie, bébé, machin, est-ce qu'on peut se voir et tout.
Ma copine me dit qu'elle était tellement attirée par l'argent qu'il lui l'envoyait et tout, qu'elle a dit, elle va lui donner une seconde chance. Peut-être que le gars a compris que je ne voulais pas de la face de travail, mais à la façon dont il m'a demandé là. Il se revoit encore. Maintenant, quand il se revoit, le gars lui dit que je t'ai envoyé l'argent, tu as reçu, oui. Ok, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part ce soir? Et c'était ce soir, le soir où elle m'avait envoyé le message bizarre là. Elle dit ok, il n'y a pas de problème, mais elle demande qu'on part où? Le gars dit non, on va aller manger à un restaurant. Quel restaurant? Il dit non, ne t'inquiète pas. Viens seulement, on va se retrouver à tel endroit. Au carrefour de la paix. Tu montes jusqu'au carrefour de la paix, je te récupère là avec la voiture et on part. Elle dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, le réflexe qu'elle a eu, c'est mettre un peu de crédit dans son téléphone, mettre aussi un peu d'argent aussi dans son téléphone. Au cas où ça tourne mal, elle s'échappe et elle s'en va. C'est ce qu'elle avait comme plan. Maintenant, quand elle arrive au niveau du carrefour, elle me dit, la voiture de son gars vient garer net à côté d'elle. D'habitude, elle montait devant, côté passager, mais devant. Mais ce soir-là, le gars lui dit que non, tu vas monter derrière. Et elle se rend compte que dans la voiture, il y a d'abord son gars qui est au volant, il y a 3 costomètres derrière. Et il y a un qui est, comment on appelle ça, devant, mais côté passager. Elle tique. Le gars lui dit, mais mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de quoi? Oh non. Et maintenant, le gars dit, non, non, faut pas avoir peur de cela, ce sont mes éléments. Tu sais que je suis en train de construire à Issassa là-bas, donc je suis en train d'aller les déposer au niveau du Clando Delta et ils vont prendre le taxi pour rentrer chez eux, puisqu'ils habitent à Ovendo. Donc, monte. Maintenant, quand elle ouvre la portière pour monter, il y a un qui descend, genre, pour lui faire passer. Elle dit, non, je ne peux pas, moi, je préfère m'asseoir à la portière. Le gars a un peu boudé, après le gars a dit, bon, c'est pas grave, laissez-la s'asseoir à la portière. Je ne sais pas, elle a peur de quoi, elle pense que moi, je peux faire du mal à mon bébé, à l'amour de ma vie, genre, mettre en confiance la fille. Maintenant, elle s'assoit à la portière, mais c'est une vitre fumée, les vitres sont montées, il y a la clim, donc il a verrouillé depuis devant là-bas, toutes les portières sont verrouillées. Elle me dit, ils ont démarré. Arrivé au Clando Delta, le gars lui dit que oh non, chérie, on va les dévancer encore jusqu'à la Cité des Ailes, ça ne te dérange pas. Elle dit que de toute façon, c'est ta voiture, donc tu peux aller où tu veux. Ils arrivent jusqu'à la Cité des Ailes. Arrivé à la Cité des Ailes, il y a un des gars qui dit, patron, tu ne peux pas nous laisser ici. Ici, c'est un peu difficile pour avoir les taxis. Est-ce que tu peux nous dévancer? Je suis en train de parler. Est-ce que tu peux nous dévancer jusqu'à, on appelle ça comme à l'aéroport là? Comme ça, vous pouvez revenir avec votre copine en passant par la Sablière. Il demande à la copine qu'est-ce qu'on peut. La copine dit, il n'y a pas de problème. Allons-y, on part. Ils avancent, ils partent. Maintenant, avant le jardin des Jades, le gars lance l'appel sur son téléphone et il dit, est-ce que les glaçons sont prêts? C'est ce qu'elle dit, la conversation. Quand elle écoute comment son gars est en train de parler en disant, est-ce que les glaçons sont prêts? Maintenant, le gars se fâche au téléphone que depuis que je vous ai demandé de me préparer la glacière avec les glaçons, mais non, moi je suis déjà prêt pour le travail et vous me dites que ce n'est pas encore prêt. La personne qui était censée me livrer les glaçons là, il est où? Genre, il se fâche au téléphone, machin et tout, il raccroche au téléphone, il balance ça sur son tableau de bord. Quand il balance le téléphone comme ça là, après, il garde soudainement, il n'est même pas arrivé à là où il devait déposer les gars là. Quand il garde comme ça là, il dit allez, descendez. On remet ça plus tard, descendez. Les gars là sont descendus. Maintenant, elle pose la question à son copain que on était censé les déposer devant, maintenant tu les fais descendre vite comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il ne répond pas. Maintenant, il traverse, il passe par la Sablière. Quand il passe par la Sablière, elle se rend compte que les gars qu'on a déposés sont en train de leur suivre, mais dans une autre voiture. Elle regarde comme ça, elle dit, chérie, c'est pas les gars là que pourquoi ils sont en train de nous suivre? Tu as dit que ils devaient aller à Ovendo, que c'est là-bas où ils habitent. Mais j'ai l'impression qu'ils nous suivent. Oh, tu te trompes, ce ne sont pas eux. Maintenant, il lance encore l'appel sur son téléphone. Il demande, est-ce que le portail est déjà ouvert? Elle lui pose la question, mais tu es en train de parler avec qui depuis là que le portail est ouvert, les glaçons, la glacière. Et en ce moment, les crimes rituels régnaient beaucoup ici au Gabon. Donc, c'est là où elle a rédigé le message, c'est là où elle m'envoie le message. Quand elle m'envoie le message, elle dit, elle m'appelle par mon prénom que la seule chose qu'elle a fait, c'est elle a montré le message au gars que voilà, j'ai déjà envoyé le message à ma copine. Donc, si quelque chose m'arrive, elle sait là où te trouver. Donc, tout le plan que tu avais, je ne sais pas quoi. Et elle dit que la chance qu'elle a eue aussi, c'est que dans la voiture où elle était, on pouvait commander, verrouiller et déverrouiller, non seulement de son côté, du côté du chauffeur,
mais du côté passager aussi, devant, mais du côté passager aussi, elle pouvait aussi diriger. Donc, ce qu'elle a fait, c'est elle a juste déverrouillé, aussitôt elle a ouvert la portière et elle s'est jetée. Donc, elle a laissé le téléphone. Donc, elle a marché de là où elle s'est jetée. Et les gars l'ont poursuivi dans toute la sablière. Elle dit, elle m'appelle par mon prénom en me disant que ma chérie, je ne connaissais même pas où je partais, je courais seulement. J'ai couru à tel point que je me suis même retrouvée à la mer, à la plage. Donc, j'ai seulement pensé que je vais seulement courir le long de la plage. Là, peut-être que j'aurai la chance de croiser les pêcheurs qui viennent tirer leurs poissons, leurs filets le matin. Et heureusement aussi, j'ai marché tout le long là. Donc, des 23 h quand elle m'a envoyé le message là, jusqu'à 6 h, elle-même, elle ne savait pas où elle était. Elle irait seulement au bord de la mer, partout, jusqu'à ce qu'elle a eu la chance de tomber sur deux pêcheurs. Et ce sont les pêcheurs là qui l'ont indiqué la direction pour pouvoir sortir à la route. Quand elle sort, elle n'avait ni taxi, ni rien, son sac, son téléphone, tout est resté dans la voiture du monsieur là. Donc, elle a réussi quand même à marcher, faire demander qu'est-ce que vous pouvez me trouver 500. Je dois aller me rendre à telle place. Il y a un bon samaritain aussi qui l'a donné. Elle a pris le taxi, elle est arrivée chez elle à la maison, le temps de se laver, ensuite de venir me raconter ça à midi quand je l'ai vu descendre là. Donc, j'ai voulu raconter cette histoire-là. C'était juste pour essayer d'attirer l'attention. C'est vrai qu'on est là pour sensibiliser. Les longs yeux, c'est pas bon. À cause de l'argent que le monsieur lui faisait, les virements là, elle a failli perdre sa vie comme ça. Et j'espère que je n'ai pas aussi donné trop de détails, que le monsieur ne va pas se reconnaître ici. En tout cas, c'était ça. Merci beaucoup pour l'histoire, Alvina. De rien.